Ouais. 3-4. Tu m'entends bien? Oui, très bien. Bon, Moi, super. oui, je t'entends bien, oui. Des fois, même si je parle comme ça. Ouais. Ok, Non, ça va. Ça, j'ai encore de l'oreille. cool. J'ai quelques années, mais j'ai encore des... Comment? Quelques Mais restos. qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas appareillé. Pas encore. Le génial Pierre Tessier vient nous voir. Ça me donnerait presque envie de sauter par-dessus un précipice ou de me laisser tomber dans un passage secret pour récolter des pièces jaunes, dites donc. Mais quelle référence subtilement subtile à Mario. Il y a aussi Ryan Reynolds, notamment dans le délirant et caustique Deadpool. Pipin, le hobbit un peu paumé qui se fait vertement semoncer par Gandalf. Et puis Arthas aussi, dans la série de jeux Warcraft. Mais qui est donc Pierre Tessier? Que pense-t-il de tous ses rôles préférés? Et malgré son immense talent, en quoi interpréter la mascotte de Nintendo a-t-elle été un défi? Comment fait-on pour doubler un perso masqué? Quels conseils donnerait-il aux jeunes comédiens qui souhaiteraient suivre ses pas? Parle-t-il le langage du parfum et emporte-t-il un qui lui ressemble? Toutes ces réponses et bien plus à venir. Mais aussi, afin de célébrer ce 60e épisode et pour remercier celles et ceux qui participent activement à la chaîne par des commentaires, critiques et partages d'expériences très sympas, vous trouverez un cadeau bonus en toute fin de vidéo. Il me semble que le premier souvenir que j'ai de ta voix remonte à Chris O'Donnell sur Batman Forever et le coloré Batman et Robin. En 97, j'étais un cinéphile très atteint et du coup l'un des premiers à me jeter sur un lecteur de DVD. Les machins valaient plus de 4000 francs à l'époque quand même, pour tester la qualité de l'image sur la grande télé de mes parents et parce que, étant le tout début, le choix était très limité, j'avais acheté Batman et Robin, qui est assez idéal pour paramétrer la colorimétrie de ta télé, je dois dire. Bref, c'était un beau nanar, mais c'était mon tout premier DVD, alors je l'ai regardé en boucle et j'en ai fait la démo à tous mes potes. Et toi, est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu t'es entendu sur un grand écran? Alors c'est une bonne question, Mathieu. Ouais. Non. Enfin, je cherche... T'étais pas invité à une avant-première ou... La première fois que je me suis entendu sur un grand écran, je suppose que ça va être le premier film que j'ai enregistré. Que t'as été voir derrière? Oui, parce que le premier gros film que j'ai enregistré, c'est Titanic. Ouais, Billy Zane. Billy Zane. Ce je pense bâtard, parce que c'est le méchant. au petit bâtard. Ouais. Je suppose que ça doit être ça que j'ai entendu la première fois, parce que je suis allé le voir au cinéma. Il y avait pas de j'ai pas été invité à la projection, non, ça faut pas rêver. Mais j'ai dû aller le voir au cinéma. Et alors, quel effet ça t'a fait? J'ai trouvé ça bien. Je connaissais la fin du film. Non, j'ai trouvé ça chouette. En vrai, qu'est-ce que ça m'a fait? Non, j'étais fier, je crois. Mais comme j'en ai pas un souvenir très précis, je peux pas te dire. T'as pas eu parce que la première fois qu'on entend sa voix, en général, on fait « Ouh ». Ah ouais, mais ma voix, je l'avais déjà entendue. Ouais. En fait, si tu veux, c'est le premier gros film que j'ai fait, mais ma voix, je l'ai entendue bien avant. J'ai fait plein de séries avant, plein de doublages. Et la fois où tu t'es entendu la première fois, du coup? La première fois, t'aimes pas ta voix. Ça, je suis comme tout le monde. La première fois, j'ai pas aimé ma voix. C'est hyper rassurant d'entendre ça de toi. T'inquiète, t'es pas le seul. Toi aussi, non, c'est ça. Tu m'étonnes. Non, mais ça me paraît tellement loin, ça, parce que je pense que je devais même être adolescent, parce que en fait, j'ai tourné des pubs même quand j'étais plus jeune. J'ai tourné un peu pour la télé ou pour le cinéma, des trucs. Ouais. Donc, je me suis vu. Alors ça, c'est encore pire. L'image, ouais. Ça, c'est encore plus difficile. Mais donc, j'avais déjà le son, la voix et l'image. Donc, ça, c'est adolescent. Et j'ai dû m'entendre sur des enregistrements avant, vraiment ado, je pense. Voilà. Ok, donc t'avais quand même... Je cherche ce que ça a pu être, je me souviens plus. Habitude. Mais j'avais l'habitude de m'entendre, voilà. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ça n'a pas été une grosse surprise. Après, c'est différent de s'entendre soi et le plaisir de s'entendre sur quelqu'un d'autre. Absolument. Ça, c'est très différent. Sur un personnage. Ouais, sur un personnage. Où tu composes. Et sur Billy Zane, en fait, je me trouvais un peu jeune pour le personnage, moi. Ok. Et donc, à l'époque, je disais, bon, ça le fait bien quand même. Je trouvais que c'était bien. Et c'est maintenant, quand je revois le film, que je me dis quand même, c'était pas mal. Ce que j'ai fait, c'est pas mal. Alors, cool. Par rapport à mon âge, à mon inexpérience, entre guillemets. C'était quoi, 97? Ouais, quelque chose comme ça. T'en avais déjà fait quand même des beaucoup, films. Ouais. Mais j'étais moins aguerri peut-être que maintenant, ça c'est sûr. Donc, tu te rappelles qui dirigeait Titanic? Ah oui, bien sûr, c'est
Jenny Girard. Qui d'autre? Ouais. C'est elle qui m'a donné ma chance. Pas mal. Ma première chance, en tout cas. Ouais. Après, j'ai eu d'autres femmes dans ma vie, mais ma première femme de doublage. C'était c'est Jenny. Ouais, elle en a lancé 2-3, des pas mal. Ouais. T'es cinéphile? Pas trop. Non? Non, pas trop. Ok. Tu regardes ni télé, ni ciné? Pas trop. Ok. Bon, écoute. Non, non. En fait, j'aime bien aller au cinéma. Enfin, j'aimais bien aller au cinéma. Mais c'est vrai que le fait d'être passé mes journées à enregistrer des séries ou d'être sur des enregistrements, j'ai un peu du mal. Je regarde plus tellement de fiction chez moi. T'as un peu l'impression d'être encore au boulot? Ouais. Quand tu regardes la télé. je suis pas du tout accro. Alors, si t'es mal tombé là, je suis pas du tout accro aux séries, aux plateformes, mais pas du tout. Je suis une brêle totale. Alors, à part ce que je fais, les trucs que je fais pas, que je vois un peu comme ça, mais sinon, je suis pas du tout calé en série. Non. Voilà. Bon, alors, au revoir. Question suivante, merci, au revoir. Toi, t'es gros cinéphile alors? Ouais, alors surtout à cette époque-là, 90, je te dis, j'avais une collecte de cassettes VHS d'abord, que j'ai dû remplacer par des DVD après. Tu les rachètes, les films que tu as déjà. Ton portefeuille pleure. Mais ça réduit la taille de ta bibliothèque. Exactement. Qui était énorme. Alors ça réduit pas la taille de la bibliothèque, mais ça... Est-ce que tu les as gardés? Tu mets plus de films. Oui, dans un plus petit volume. Dans le même volume, mais tu mets plus de films, tu vois. D'accord. Tu mets 2 DVD par cassette VHS finalement, donc t'en mets 2 fois plus. Mais si mes calculs sont bons. T'as fait pas mal de théâtre pendant 20 ans, notamment sous la direction de Jean-Claude Mathon. C'est vrai. J'ai remarqué ça, qui a un nom qui revenait beaucoup. Qu'est-ce que t'as apporté le jeu sur scène? Tout. Tout? Ouais. C'est là où t'as appris, c'est là où t'as décollé. Enfin, le théâtre, c'est là où tu apprends ton métier de comédien. Mais ça, c'est clair. Oui. Enfin, moi, je sais pas, tous les gens qui me disent j'aimerais bien faire du doublage. Qu'est-ce que vous conseillez? Je leur dis faites l'acteur. Allez faire du théâtre, quoi. Faire l'acteur, c'est faire du théâtre. Alors, je sais pas. En tout cas, pour moi, faire l'acteur, c'était faire du théâtre. Quand j'ai voulu faire ce métier-là, je voulais faire du théâtre. Et accessoirement, peut-être faire du cinéma, tourner un peu, mais faire du théâtre, ouais. En fait, j'ai démarré parce que j'ai commencé avec des... C'est marrant parce que j'ai retrouvé il y a 2 jours, c'est marrant que tu parles de ça, j'ai retrouvé il y a 2 jours quelqu'un sur une convention qui m'a ramené mes origines. Parce qu'en fait, c'est le fils de... Enfin, j'ai rencontré un gamin de 30 ans, j'allais dire, qui n'est déjà plus un gamin, qui me dit, mais je suis le fils de un tel et une telle, et en fait, ce sont les gens... Ses parents, ce sont des gens avec qui j'ai commencé le théâtre, quand eux, ils devaient avoir 15 ans, et moi 15-16 ans, et moi j'en avais 13. Et donc ta question, c'était pourquoi... en fait, pourquoi le théâtre? C'est parce que quand j'étais ado, j'habitais à Maurepas, dans les Yvelines. Je suis un gars des Yvelines aussi. Tu connais? C'est pour ça que je dis yes. Bien sûr. Donc entre Versailles et Rambouillet. Exactement. 50 ans en Yvelines par là. Et il y avait dans les années 80. Ouais, 80. Oui, c'est ça, dans les années 80. Une compagnie de théâtre qui s'appelait le Théâtre de l'Unité, dirigée par Jacques Livchine et Hervé Delafont. Et ces gens de théâtre faisaient du théâtre de rue beaucoup et ils montaient des spectacles tous les ans sur la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. Et donc, il y avait des cours. Donc voilà, je me suis inscrit à un cours de théâtre. Et comme ça? Ouais. Avec ma sœur. Enfin, je n'étais pas tout seul, j'y suis avec ma sœur. C'était genre un soir par semaine, il me semble. Et tu sais ce qui t'en a donné l'idée? Ouais. C'est ça. Et l'envie? Ah, l'envie de t'inscrire à ce... Alors, moi, parce que j'avais envie de faire du théâtre. Ok. Et alors en fait, l'envie, si on remonte plus loin, j'avais 13 ans. Et ma première envie, c'est avant d'habiter Maurepas. Ouais. Car je suis un gars des Yvelines, moi aussi. J'habitais Vélizy, Ville-la-Coublet, tu vois. Bien sûr. Donc, mes parents habitaient un peu plus près de Paris encore. Et quand j'étais petit... Bah oui.
En fait, j'avais très envie de monter sur scène, mais ça, je sais pas pourquoi. Mais ouais. Et donc, j'avais trouvé un truc le mercredi après-midi, parce qu'il fallait faire des activités le mercredi après-midi, comme tous les enfants. J'avais trouvé une activité qui s'appelait cours d'anglais. Et tu vas prendre un cours donc, c'était pour apprendre l'anglais avec des Anglaises. Ok. Et ce qui était génial, c'est que je savais qu'en prenant ces cours d'anglais, à la fin de l'année, il y avait un spectacle où on irait dans le théâtre de Vélizy-Villacoublay. On monterait sur la scène du théâtre de Vélizy-Villacoublay. Donc tu t'es tapé 1 an d'anglais. Et moi, je me suis dit, je vais faire ça parce que comme ça, non mais en fait, c'est vrai. Hein. Et je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai pris des cours d'anglais. D'abord, ça a été génial parce que du coup, j'ai un super accent anglais. Alors, le mec, il se la pète. Of course. Et non, mais j'ai appris à parler anglais. Enfin, c'est vrai qu'elles étaient sympas, ces dames. Et puis, ça me plaisait bien, c'était rigolo. On apprenait des comptines, je sais plus ce qu'on apprenait, mais c'était avant je devais être en CM1, c'était avant la 6e. Donc, c'était avant que j'apprenne l'anglais au collège, quoi. Ouais. Donc, je sais pas quel âge j'avais, 8-10 ans, ouais. Ah bah non, j'habitais à Vélizy, donc j'avais même pas 8 ans, j'avais 6-7 ans. Waouh. Ouais. Ouais, c'est ça, j'avais 6-7 ans. T'avais une envie de monter sur scène à 6-7 ans. Et je voulais monter sur scène, voilà. Et donc, c'était génial, et je me suis retrouvé à chanter des comptines. On faisait... Déguisé en grenouille. Déguisé en grenouille, exactement. Mais c'est vraiment l'image qu'on a, tu sais, des enfants habillés en papier crépon, avec les bonnets d'âne en papier crépon. On se tire la main, on tourne en rond. Voilà, et les parents sont contents, ils sont dans la salle. Évidemment. Formidable. Le caméscope qui filme. Non, mais il n'y avait pas de caméscope en 80. Ça commençait, ouais. Non, mes parents, il n'y avait pas de caméscope. Hein. Non, c'est venu en 80. C'est plus tard, les caméscopes, 85, 80. Non, là, je te parle des années. Tu m'as dit 80. Bah non, si j'avais 6-7 ans, c'était dans les années 75, entre 70 et 75. On peut faire, mais c'était de la pellicule. Mon père avait une petite caméra. Alors il y avait du Super 8. Mais, voilà, Super 8. Mais je pense pas qu'il y ait des films de ça. Que ton père aurait cramé de la Super 8 pour moi, tout non, voir en grenouille. Tu vois. Bon, bref, en tout cas, je suis monté sur scène. Et voilà, c'était mon premier contact avec la scène. Et j'ai adoré ça. Et donc après, j'ai dit, plus tard, j'ai pris des cours de théâtre de l'Unité, quoi. Mais il y avait un truc qui résonnait chez toi avec la scène, parce que dans la vie de tous les jours, tu avais ce côté mise en scène. Alors, ce qui m'intriguait, moi, c'était les coulisses. Tu voulais savoir ce qui se tramait? Je sais pas pourquoi, c'était tout ce qu'on voyait pas. Ouais, la curiosité de savoir ce qui se passe derrière. Si, parce qu'en fait, ce que j'aimais, parce que à la même époque, quand j'étais petit, mes parents, ils nous emmenaient à Noël, on allait au Châtelet. Ouais. Au théâtre du Châtelet à Paris, on allait voir pas les comédies musicales, mais ce qui s'appelait les comédies musicales à la française, les opérettes. Oh. Voilà. Et c'était la sortie de Noël avec mes grands-parents qui habitaient Nantes, venaient souvent à Paris et on allait au Châtelet voir les opérettes. Et en fait, ça m'a fasciné ce truc-là. D'accord, oui. Donc t'associes, il y a un côté festif avec ça. Parce que j'ai vu des super beaux spectacles. Et c'était les opérettes, donc tu sais, c'est les gens qui chantaient sur scène, mais j'ai vu D'Artagnan, donc il y avait des chevaux sur scène qui rentraient, les décors qui bougeaient, qui montaient, et moi, mais je pense que ça vient de là, hein. Je pense que j'ai vu ça, et je dis, moi, je veux faire ça. Moi, je veux faire ce truc-là. Je veux jouer avec les chevaux. Ouais, je trouvais ça magique. Alors après, plus tard, c'est marrant, ça se mélange, mais plus tard, j'ai eu un Castelet. Dans ma chambre, j'ai eu un théâtre de marionnettes. D'accord. Tu t'appelles un Castelet, je savais pas. Un Castelet. Donc, mon père m'a fabriqué un petit théâtre de marionnettes. Un guignol. Un guignol, voilà. Okay. Donc, avec des petits rideaux. Et j'ai eu Guignol, Niafron, le gendarme, Bécassine. Il y avait le boucher. Ouais. Et il y avait tout le monde. Et le pâtissier, je crois. Ouais. Et donc, j'ai fait mes décors, je faisais mes décors, je changeais mes décors, je me créais des histoires et je me faisais mes trucs pour moi tout seul dans ma chambre. Hein. T'as jamais été attiré par la DA? La mise en scène, du coup DA, j'en ai pas fait. La mise en scène, j'en ai fait, oui. Ah, ok. Parce que là, tout de suite, moi, je faisais ça, mais avec mes G.I. Joe et... t'as fait ça aussi? Mes musclores, ouais. Bien sûr. Et j'ai fait ça avec tout, moi aussi, avec des poupées, des oursons, des... Et c'est là que tu commences à comprendre que la mise en scène, c'est ça qui te parle, en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est étonnant que t'aies pas fait ça. Plus j'ai mis des aquariums dans mon théâtre pour essayer de faire des spectacles son et lumière avec jet d'eau comme à Versailles. Pour la vache. C'était Jean-Michel Jarre, ton truc. Ouais. Mais à 6 ans, quoi, tu vois. Ouais, 5-6 ans. Pas mal. Ah.
Impressionnant. Et donc après, j'ai rencontré le théâtre de l'Unité et donc j'avais 13 ans, je m'en souviens très bien, parce que j'ai dit à mes parents, ça sera mon métier, je vais être comédien. À 13 ans. Voilà. Waouh, ok. Et donc mes parents m'ont dit, d'accord, mais tu vas quand même aller jusqu'au bac. Donc j'ai rongé mon frein. Parce qu'en général, les parents, ils font... Et ton alors, plan B, c'est quoi ? Hein ? Et ton plan B, ce sera quoi ? Mon plan B, c'était tu vas quand même passer ton bac et puis après tu feras ce que tu voudras. Ça, ils étaient cool. Ouais, ils étaient cool. Franchement, mes parents étaient plus que cool, super cool. Mais bon, ma maman était auteur, compositeur, interprète, enfin elle était chanteuse. Donc elle versait déjà un peu tu vois, dans Ton le père milieu était artistique. Non, mon père pas du tout. Ok. Mon père pas du tout. Il a pas souffert ? Non, lui, non, pas du tout. Okay. Non, lui était d'accord, il a toujours été cool, mon père, là-dessus. Laisser ses enfants faire ce qu'ils avaient envie de faire, et si c'était leur plaisir, et s'ils étaient heureux, c'est parfait. Eh bien, génial, t'as des parents canons, c'est top. Ouais, c'est vrai. Pourquoi plus de théâtre de ce côté, depuis une quinzaine d'années ? À cause du doublage. Ouais, vraiment ? Ouais. Non, c'est-à-dire que j'en ai fait... J'ai fait beaucoup de théâtre pendant des années. Alors en fait, Jean-Claude Mathon, ça revient beaucoup parce que j'ai fait de la musique aussi en parallèle. Et quoi comme musique ? Alors j'ai rencontré un mec qui s'appelle Emmanuel Bonardo il y a très longtemps, qui est un spécialiste de la musique ancienne en France. C'est quoi la musique ancienne ? La musique ancienne, médiévale, c'est la musique médiévale, voilà. Des sitars et des... Voilà, donc... luttes. Exactement, donc entre le 9e, le chant grégorien, etc., jusqu'au 15e siècle, tu vois, la musique Renaissance, enfin avant le baroque, quoi, en tout cas. Bon, c'est ce répertoire-là qui est immense, qui est très vaste, c'est un des spécialistes, et il faisait partie du Centre de musique médiévale de Paris, c'est un endroit qu'il avait créé avec Brigitte Laine. Je te la fais courte, mais donc j'ai rencontré par hasard Emmanuel parce que je prenais des cours de chant quand j'étais en cours de théâtre. Ok. Et que je voulais également apprendre à chanter. Je me suis dit que ça me servirait pour mon métier de comédien. Et donc j'ai rencontré par le biais de mon prof de chant Emmanuel, qui à l'époque cherchait des hommes parce qu'il montait une chorale d'hommes. Donc j'ai fait partie de sa chorale d'hommes. Et puis quelques années plus tard, la chorale, il a arrêté sa chorale. Il a monté un ensemble polyphonique mixte, voix homme, voix de femme, donc j'en ai fait partie, et bref, ça fait 20 ans que je travaille avec ce monsieur, dans son ensemble qui s'appelle Obsidienne, et on fait donc des concerts, des disques et des spectacles. Et comme je suis comédien, je mets en scène... Alors, j'ai d'abord travaillé sous la direction de Jean-Claude Mathon, qui était le metteur en scène de ces spectacles, et qui était le metteur en scène et aussi qui écrivait les spectacles. Jean-Claude est décédé il y a plusieurs années. Il est décédé et du coup, je le remplace. Okay. Voilà. Donc, je mets en scène régulièrement toujours des spectacles musicaux. Mais sans jouer dedans aussi ? Si, et en jouant en plus dedans. Ok. Ouais. Donc, parce que tes années théâtre, dans les recherches que j'ai faites, s'arrêtent en 2010. Ouais, parce qu'en fait, on monte à peu près un spectacle par an, au moins. Donc, je les mets pas tous. Ok. C'est vrai que Non, c'est parce que ça fait des années que j'ai pas remis mon CV à jour. Ah, mais tout va bien, tu continues à en faire. Ouais, je continue. Et là, j'en reprends un cet hiver sur la découverte de l'Amérique, un spectacle qui s'appelle 1492. Donc, voilà. Et puis d'autres que je vais mettre en scène, je crois aussi l'année prochaine, en 2025. Là. Enfin, bref. Avec beaucoup de personnes, alors 1492, il y a des danseurs en plus. On est 1492 sur scène. Exactement. Non, je sais plus, on est une petite dizaine, je crois quand même. Pas mal, ouais. Voilà, et ça va tourner en Suisse. Tu fais mise en scène et t'es dedans, hein ? Là, ouais, je suis dedans. Je mets en scène et je suis dedans. C'est pas C'est super formateur. Ouais. Ouais, mais c'est une autre casquette, quoi. C'est comme DA. Je pense que quand tu es en DA, en doublage, c'est une autre casquette. Enfin, comment dire ? Il y a une espèce de dédoublement de la personnalité qui fait que, d'abord, comme je travaille avec des musiciens qui sont pas comédiens, je suis obligé de leur mâcher le travail, de mâcher le travail de tout le monde. C'est-à-dire que je suis comme avec une marionnette dans mon guignol. Ah bah, tu vois. Ouais,
Quand on écrit le spectacle avec Emmanuel, alors autant lui fait la direction musicale, et on travaille vraiment tous les deux, c'est très sympa, j'adore ça. On se fait des réunions à deux, puis on monte le spectacle, et moi je visualise très bien dans ma tête. Donc je sais très bien quand j'arrive, en répète, en fait, et que les musiciens ils travaillent tout seuls chez eux, ils savent pas répéter ensemble comme les acteurs. Ok. Donc, ils arrivent, ils connaissent leur partoche par cœur, enfin, pas par cœur, mais ils savent faire leur musique, on fait la musique ensemble, mais ça, c'est fait en quelques heures, tu vois, alors que le travail d'acteur, souvent, tu répètes un mois et demi, c'est pas du tout le même processus de création. Là, quand j'arrive, et qu'on n'a pas le temps, parce qu'à 10 personnes, tu peux pas avoir 10 personnes pendant un mois pour créer un truc, en général, on monte le spectacle en 5 jours, 5-6 jours. Et c'est vraiment un record. Hein. Donc quand j'arrive, je sais exactement, je connais mon point de départ, je connais mon point d'arrivée, et j'ai fait comme un découpage cinématographique, hein, j'ai fait tous mes découpages de scène, je sais qui est là. Dans ta tête ou sur papier, j'écris. Je suis obligé de tout écrire la mise en scène. Donc je sais qui entre à court, qui entre à jardin. Bon, on fait quand même des essais. Mais voilà, je sais exactement ce que je peux obtenir de l'un, de l'autre, comment ça va matcher. Voilà, je construis les scènes à l'avance quand même, beaucoup. Mais c'est super. Et du coup, c'est marrant parce que moi, je m'insère là-dedans et ça m'oblige à être très efficace. Moi-même, je me pose pas du tout de questions de comment je vais jouer le truc là. Comment, tu vois, je sais qu'il faut faire ça, faut que j'aille là, en passant par le point C. Et ça va très vite. T'as toujours eu ce côté intuitif dans ton approche Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est l'inverse. Quand je travaille sous la direction d'un metteur en scène, je suis paumé comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire que je suis avec mon texte, que je connais par cœur à peu près, ou des fois pas très bien, et je tâtonne, quoi. Tu vois, sais pas. J'ai pas du tout la vision je sais pas ce que le mec ou la nana veut faire. Comment il veut monter un texte, il y a 1000 manières de monter un texte. Et puis il y a 1000 manières il y a 1000 univers. Tu vois, les gens, ils n'ont pas tous le même univers, quoi. Ouais. Voilà. J'ai vu que tu avais fait 2 films en tant qu'ingé son. Mais ça, c'est une connerie. Mais ça... C'est pas vrai. Mais jamais. Un truc qui s'appelle La Fenêtre de Monique Champagne. Oui, bien sûr. Alors, je l'embrasse. Je voulais... chère Monique. Requiem pour un beau sans cœur de Robin Morin. Oui, j'ai moins aimé ce film. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est une coquille... Trop bien. C'est une coquille Wikipédia. Ok, alors qui a été l'ingé son? Sûrement un homonyme. Il doit y avoir un Pierre Tessier qui doit être... ce serait drôle. Je vois pas qui ça peut être. C'est lui qui est invité aux avant-premières. Ouais, c'est ça, c'est lui qui fait tous les avant-premières. Alors, cher Pierre Tessier, si tu m'écoutes, si tu me vois, rends-moi immédiatement toutes les places que tu m'as piquées. Ce serait énorme. Non, et s'il existe vraiment, je le salue et je m'excuse auprès de lui, mais je n'ai jamais été ingénieur du son. Ok, d'accord. Bon, ok. Jamais. Alors ça, pour le coup, vraiment jamais. C'est pas un truc qui me... je trouve ça un métier incroyable, mais je suis nul. En plus, je suis une brêle... techniquement, quoi. T'aurais pu nous surprendre. Bon, écoute. Eh ben non. Enfin, tu nous as surpris quand même parce que c'est drôle, mais dans les années 90, il y a eu 3 Batman aux antipodes, 1 de Burton et 2 de Schumacher, mais la fin de la décennie a surtout été marquée par un genre nommé slasher. Celui qui a lancé la vague, c'est Scream de Wes Craven, où tu faisais Liev Schreiber, et puis... C'est ça ? Ouais, j'essaie de me souvenir ce que c'est, ça. Scream, je vois, mais je sais plus qui est Liev Schreiber. Ouais, vas-y, continue. Et c'est quoi ta question ? J'arrive. Et puis, comme ça a cartonné donc, et que ça coûte pas cher à faire, il y a eu tout plein de clones, dont, souviens-toi, l'été dernier 1 et 2, oui, d'accord. où tu faisais Freddie Prinze Jr. Ouais. Donc, quand un rôle contient peu de challenge pour un bon comédien, comment on y trouve son compte malgré tout ? C'est ça ma question. Parce que tu trouves que Souviens-toi l'été dernier, c'est vraiment très mauvais, c'est ça ? C'est pas mauvais, c'est juste... c'est simpliste. C'est beaucoup de... C'est des films de genre. C'est beaucoup de répliques simplistes et des respi, surtout. Alors, ouais, ça c'est très chiant. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire, on est d'accord, hein, pour un acteur. Quand on peut se les éviter, on est content. Ouais. Mais Freddie Prinze, il est pas mauvais acteur. Non, c'est vrai. Et pour ta gouverne, je crois qu'ils vont faire une suite. Oh. Alors, il y a eu Souviens-toi l'été dernier, Souviens-toi l'été dernier 2. Ouais. Ou Rappelle-toi l'été dernier, je sais plus comment ça s'appelait la suite. Souviens-toi, ouais.
Hein, et donc, je crois j'ai entendu parler d'une suite. Donc, ce serait sympa, genre 20 ans plus tard ou 25 ans plus tard, je sais plus combien. D'accord. Ils vont peut-être faire la suite. J'aimerais bien. Et comment on trouve du plaisir à faire ça, tu sais, je me pose jamais ces questions-là. Ouais. Je refuse jamais, enfin, ça m'est jamais arrivé de refuser un truc parce que je vais pas y trouver du plaisir. Je trouve du plaisir partout. Et non, en plus, les films, tu les vois pas avant, donc tu sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Non, mais par contre, quand tu regardes la boucle, tu fais « Ah !» Ah ça, mais il y a bien pire que Souviens-toi l'été dernier. Oui. Je ne donnerai pas de nom. Oui. Mais nous avons quelques jolis téléfilms qui sont très, très, très intéressants. Alors, le challenge, quand c'est pas bon, c'est encore plus dur. Ah oui, il paraît. Comment tu trouves ton compte, du coup? Comment tu te Plus motives? c'est dur, mieux c'est. Non, c'est un truc qui me motive, ça, de me dire comment on pourrait faire pour croire à cette scène. Ce truc où, quand tu la vois, tu te dis, mais c'est mal foutu, c'est mal branlé, c'est mal écrit, c'est mal joué, il n'y a pas grand-chose qui sauve l'acteur ou les acteurs. Reprenons les choses en main. Reprenons les choses en main. La scène, c'est ça. La situation, c'est ça. Et maintenant, si on la joue, nous, en français, vraiment, si on essaye d'y mettre un peu plus d'intensité là, un peu plus de... T'as toujours cette ambition d'élever le débat? Ouais. Okay. Et j'espère que les directeurs artistiques l'ont avec moi. Si le DA l'a pas, c'est très compliqué. Et c'est chiant. Très honnêtement. Alors par contre, parce que ça veut dire que si tout le monde se fout de ce qu'on fait, alors on fait karaoké, quoi. On dit les mots dans l'ordre et puis suite. Et puis je rentre chez moi. Mais alors là, je trouve que ce métier n'a plus aucun intérêt. Ah ouais. Ça c'est. Alors peut-être. Je sais pas, peut-être que maintenant ça n'existe plus, ça, mais moi, je crois pas. Je pense qu'il y a encore des gens il y a beaucoup de gens qui ont cette exigence-là, qui nous la demandent, et sans doute c'est pour ça qu'on est encore là, quand même. Il y a toujours un petit dilemme dans ces cas-là. Si le comédien à l'image est une pierre tombale et qu'il fait pas grand-chose, c'est difficile de lui faire ressentir des émotions tout en sachant que tu risques de sortir de l'image très vite. Ouais. Il y a des fois, ça marche pas. Et ouais. On peut pas aller contre l'image. T'es obligé de brider ton jeu pour rentrer dans l'image. Ouais. Mais un comédien qui fait pas grand-chose, ça va encore. Parce que tu peux jouer sobre et ça passe. Le pire, c'est les acteurs qui en font des caisses, quoi. Parce que quand t'en fais trop, là... Tu peux gommer, mais t'enlèves pas les bouches béantes et les regards appuyés et les clins d'œil et les je sais pas quoi. Tout ça, c'est insupportable, quoi. J'entends les feux de l'amour. Ouais, les feux de l'amour, c'est un vrai challenge. Hein. C'est compliqué. Moi, je suis passé un peu dessus pendant quelques années. Alors, c'est sympa, tu te marres parce que c'est rigolo, quoi, c'est improbable. Ouais. Mais si tu joues pas la situation... Comme ils ne se disent rien, ça fonctionne pas. Donc il faut quand même croire à quelque chose, quoi. Et il faut croire à rien. Et ça, c'est un vrai travail, tu sais. Ouais. C'est un vrai mais challenge. Moi, je trouve que c'est un vrai challenge. Ouais. Et les comédiens, la plupart des acteurs qui sont sur les feux sont des bons, en français, je parle de la VF, sont des super acteurs. Hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup il y a pas de nazes sur les feux de l'amour. Ouais, c'est vrai. Et même souvent... Nazes. Des nazes. Ils apprécieront les nazes. Mais même, souvent, ils les font même au fusil et ils se disent, allez, vas-y, je vais essayer de... Je connais mon perso, je le fais depuis 10 ans. Ah oui, alors ça peut être que... Ouais, pour certains, quand tu connais au bout de 20 ans, 25 ans, tu y vas direct, quoi. Bah, c'est toujours à peu près la même situation, donc tu sais ce que le mec va faire. Hein. Malheureusement. Pas de surprise. Ouais. Alors, t'as fait tout plein de gens que je connais pas, dans plein d'œuvres que j'ai pas vues. Eh bien, voilà. Je vais pas tous les citer parce qu'on est là jusqu'à la semaine prochaine et il n'y a pas grand intérêt. Oh, c'est pas vrai. Si, quand même. Mais en série, il y a Greg Germann. Greg Germann, tu connais pas? Si, celui-là, alors, je le connais. je vais t'en parler. Et Grey's Anatomy. si, celui-là, je le connais. Parce que et Once Upon a Time. Ah, ok. Non, j'ai vu Ali McBeal. Super série, non? Ouais, c'était chouette. Pas plus. Il y a Tim DK. Tim DK, ouais, DK, je crois qu'on dit DK, mais alors pareil, White Collar, super, moi j'adore. Ok. Série policière, je crois qu'ils vont faire une suite.
ou un film. Qu'est-ce que j'entends ? Je crois qu'il y a une suite qui est en préparation. J'ai adoré cette série. Greg Grunberg. Greg Grunberg, j'adore cet acteur. Tu connais tout. Tu m'auras pas, je les aime tous. Steve Si Valentine. tu cherches un mec que j'aime pas, tu m'auras pas. Steve Valentine. Steve Valentine, pardon, j'adore ce mec. Jake Weber. Alors des fois, il a les cheveux longs et les dents un peu trop refaites. N'importe quoi. Mais j'adore Steve Valentine. Qui Jake Weber. Jake Weber. J'adore cet acteur, Medium. Il était dans Medium. Ok. Justin Kirk. Justin Kirk, c'est le mec de... Justin Kirk, c'est le mec de... Desperate Housewives ? Non. Non. Attends, Justin Kirk, je confonds, c'est qui Justin ? Mais j'aime beaucoup Justin Kirk. Je cherche juste sa tronche. Justin Kirk, c'est dans Weeds. Ah, peut-être bien. Mais Ouais, il c'est est lui. incollable. Rodney Roland. Ah, je vois qui c'est. Ah, Rodney Roll, c'est le mec qui travaille chez McDonald's. C'est Rodney McDonald's, non ? bien sûr, ouais, c'est lui-même. C'est le clown. Rodney Roland. Ouais, je sais pas. Robert Sean Leonard. Oui, Robert Sean Leonard, Dr House. Ok. James Frain. Je sais plus qui c'est. Ah ouais, tu vois, il y a quand Ça même- y est, on y arrive, ouais, merde. regarde, Ça y est. Tu m'as Ouais. t'as bien failli Alzheimer, m'avoir, merde. dis donc. Plutôt que de t'interroger sur eux et leur carrière et tenter de faire croire que je m'y connais, je vais te poser la question suivante. Parlons de moi. Penses-tu qu'il y a un type de rôle ou de comédien sur lequel on pense à toi plus facilement ? Oui, j'imagine, ouais. Ce serait quoi ? Des pinces sans rire, des... Oui, des pinces sans rire, des personnages... Alors, souvent, on me colle sur les mecs incasables. Non, mais c'est vrai, il y a plein de DA qui me font... Quand le mec est improbable, je pense à toi parce que des gens qui ont un peu de fantaisie et voilà, les fantaisistes un peu, je pense. Du type Alan Cumming. Voilà, Ouais. Alan Cumming. Alan Cumming, pardon. Genre d'acteur, voilà, qui peut... Je vois totalement. Ouais. J'adore ce mec. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est un peu improbable parfois. Ouais. Là, je suis en train de faire un truc pareil. C'est un acteur improbable. Le mec, ils en font tous des caisses. C'est une comment on appelle ça ? Une telenovela, Oui. tu vois, colombienne. Et donc, c'est des drama queens, tu vois. Voilà. Donc là, je fais une drama queen dans un truc. Tu dis, ouais, moi, je me régale là-dessus. Il faut en faire des caisses, mais sincères. C'est très drôle à faire. Donc, ce genre de personnage, ouais, je pense qu'on pense plus à moi ou sur des salauds, des gros malades, Ouais. que des jeunes premiers, des jeunes premiers simplistes. Enfin, simplistes. Ça, je devrais pas dire ça, mais naïfs. Voilà, des jeunes premier degré. Peut-être que tu as fait... Des mais jeunes premier degré, tiens, c'est bien Des ça. jeunes premier degré, c'est pas mal, ok. Parce que souvent, le jeune premier, il est premier degré et il est un peu chiant à faire, je trouve. Mais j'en ai fait, hein. Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'en ai fait des princes. Mais du coup, tu vois, je pense que je suis meilleur sur le prince décalé de Blanche-Neige dans Il était une fois, c'est-à-dire le prince qui est complètement naze, le prince de Lu, là, qui se barre en cacahuète. Ouais, Du coup, il y a un second degré que je peux amener, moi, qui te plaît bien. moi, ça me plaît plus. C'est plus facile pour moi de jouer ça que le vrai jeune prince, premier ouais. amoureux, voilà, et conduit. Je peux le faire. Hein, Pourquoi mais, c'est plus simple ? Parce que tu t'amuses plus. Oui, ça m'amuse plus, ouais. Du coup, c'est plus facile de te donner le meilleur de toi-même, c'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Alors, pourrais-tu m'épeler tous les noms que je viens de te citer ? Pardon ? Pourrais-tu m'épeler tous les noms que je viens de te citer ? Bien sûr. Alors, on y va, on commence. Attends, j'ai pas commencé. Il est joueur. Dans le lot, il y a un acteur qui s'appelle Kevin Ram. Oui. Il était notamment dans Desperate, Ah voilà, j'ai confondu avec Justin Kirk avec Voilà. Kevin Ram. Mad Men, l'une des meilleures séries de la ouais. Terre. Ouais, Tu te ouais. rappelles de Mad Men ouais. Et L'Arme Fatale, la série. Ouais, absolument. Et je l'ai refait. Non, pas du tout. Ok. Attends, je suis en train de dire Kevin Ram. Non, ouais, c'est ça, je l'ai fait. Oui, la dernière fois, c'était L'Arme Fatale, ouais. J'ai pas vu ça, c'était comment ? Ça ressemble à L'Arme film. Fatale, tu connais pas, c'est comme le film, c'est super. Bah, alors, le film, je connais, voilà, j'ai vu. J'ai l'impression que je m'écrase dans. Peut-être, Attends. non, tu glisses. Mais, T'as un Papy c'est ton remonte, ça va. pantalon en cuir Est-ce qu'on que ne voit tu... pas. oui. Est-ce que tu auras un siège bébé pour moi L'Arme Fatale, la série, c'était ok. Non, c'était sympa, Non, c'est c'était bien. vachement bien, ouais. Ok. Mais ça, en fait, c'est surtout le duo des deux flics quoi, qui fonctionne.
Moi, je faisais Kevin Ram, donc là, il faisait leur directeur, leur supérieur. Capitaine, Voilà. ouais. Donc, c'était pas mal ce qu'il faisait, mais c'est plus les deux autres qui étaient mis en valeur, quoi. Voilà. Mad Men, c'était carrément Mad trop Men, bien. j'adorais ça. Ouais, T'avais vu la série dans son ensemble ou pas? Non, Ah non, je parce que t'es pas regardé. non. T'avais juste vu ce que t'as fait. Ouais, j'ai vu ce que j'ai fait, mais j'aime beaucoup. Elle est bien. C'est une belle c'est série. fou, ouais. C'est une classe sans nom, c'est super bien. Une série que je recommande très chaleureusement. Dans l'énorme jeu Warcraft 3, qui a malheureusement été esquinté depuis par un remake expédié, le personnage central de l'histoire se nomme Arthas Ménéthil, prince de Lordaeron, qui est victime de ses ambitions, commet un parricide et se fait corrompre et posséder par le roi Lich pour devenir le leader du fléau. Arthas, c'est toi. Ouais. Je rappelle que dans l'exercice du doublage de jeux vidéo, nous travaillons la majeure partie du temps sans images, avec pour seul repère ce qu'on appelle des formes d'ondes. Ouais. En doublage, on dit monter à l'image, mais il y a la partie sonore. Ton comédien joue avec son physique et le son de sa voix. Oui. Quand on enlève 50% des repères et indications, comment ne pas perdre 50% de la qualité de l'interprétation en français? Arthas. Père. Oui. Je ne vois que du noir autour de moi. C'était ça. C'était ça, hein. Complètement. Je trouve que le jeu vidéo, c'est une difficulté supplémentaire, moi. Bah oui. Parce que tu as 50% de moins d'infos. Voilà. Voire 90% de moins d'infos. Alors, un peu moins maintenant, parce qu'il y a pas mal de cinématiques dans les jeux, trucs comme ça. Mais souvent, tu as des jeux où on te dit, bah voilà, ton mec, tu vois, on te montre une image, puis il sera comme ça. Hein. Donc, il sera animé, il bougera, mais pour l'instant, voilà, tu as une image, donc démerde-toi. Et donc, on te donne un contexte, et puis en avant Gaston. Donc, si toi, tu sais pas te projeter dans un univers, ça marche pas. Donc c'est une histoire d'imagination? Bah, je trouve. Je sais pas. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des toutes petites cabines d'1 mètre carré, enfermés. Il fait très chaud. Ouais. Et d'un seul coup, on se fait agresser par des orques, ou alors on est dans l'espace, ou alors on est dans un désert, et puis... Ou alors des orques de l'espace qui viennent du désert. Et ça peut être les trois en même temps. Et donc, tu balances ta réplique et tu joues aux cow-boys et aux Indiens, quoi. Comment tu fais pour... je joue aux cow-boys et aux Indiens. Mais tu vois ce que je veux dire par rapport au montant d'informations que tu reçois sur l'audio. Tu as un audio, tu entends des infos que l'anglais ou l'original fait, mais tu n'as pas l'appui de l'image. Bah, tu te colles à l'anglais quand même, on se colle à peu près à l'anglais. Et le reste, tu composes par l'imagination? Tu complètes? Ouais. Comme ça? Ouais, tu dirais? Je crois. Et puis, je fais confiance au DA qui m'a casté sur le rôle pour me dire c'est pas trop loin de moi quand même. C'est pas, ou alors ce sont des rôles de composition vraiment. Je fais un petit tavernier qui a 80 ans ou je sais pas quoi, un poisson qui chante, tout est possible. Mais si c'est un rôle principal, si c'est un mec qui va mener le jeu du début à la fin pendant 2h30, en général, d'abord la voix, c'est la nôtre, c'est la plus proche de ma voix naturelle, sinon tu tiens pas le choc. Si tu as une semaine d'enregistrement, tu vas pas t'amuser à faire une composition. Enfin, ça tient pas le truc, quoi, je trouve. Non, ça tient pas la longueur, j'ai l'impression. Donc voilà, tu fais au plus près de toi. Après, c'est une question de caractère. Si tu sais que le mec c'est un meneur de guerre, voilà, il est posé, voilà, mais ça tu l'entends aussi dans l'anglais. S'il est speed, machin, si c'est je sais pas, si c'est une voiture qui parle, qui est très polie. J'en ai fait ça, des voitures très polies qui parlent. Des majordomes, voilà, C3PO, de ce genre de trucs. Imagination, donc. Ouais, c'est ça, le imagination. Secret. J'essaie de voir. En tout cas, il n'y a pas d'accessoires. Hein. Mais il y a plein d'acteurs qui sont pas bons, je suis sûr, en jeu vidéo. C'est ce que j'allais dire. Mec qui se en fait, je dis ça, tu te rends compte que je me la pète. C'est-à-dire que sous-entendu, moi, je suis bon. Toi, t'es très bon, même. Ouais. Mais non, mais c'est pas que je suis bon, mais j'en ai fait pas mal des jeux vidéo, donc c'est un exercice dans lequel je peux j'arrive facilement à me projeter. Mais je sais, j'ai plein de copains qui aiment pas ça. Voilà, parce qu'il y a certains comédiens qui sont vraiment perdus si tu leur enlèves l'appui de l'image. Ouais. Saurais-tu me donner
les informations que tu vas chercher distinctement à l'image et au son. Ah, les principales informations que je vais choper? Comme ça, tac, tac, tac. Si tu regardes une boucle et qu'est-ce que tu regardes en premier et qu'est-ce que tu vas chercher chez ton personnage visuellement? J'allais dire une connerie. Bah oui, j'imagine bien. Je l'entends déjà venir. Mais voilà, qu'est-ce que tu vas chercher chez ton perso visuellement et en même temps, qu'est-ce que tu vas prendre chez ton perso au niveau sonore? Parce que, comme je disais, c'est un rapport avec le jeu vidéo où tu enlèves l'image, donc tu n'as plus que le son. J'écoute comment le personnage respire, je sais pas comment dire. Ouais. Donc j'écoute son rythme. Ça commence par c'est une histoire de rythme, c'est très musical, je trouve. Et puis, je trouve qu'en doublage, on regarde trop l'image, moi. On devrait couper l'image, on devrait couper les bandes. Non, on regarde pas trop l'image, mais on regarde trop les bandes rythmo. Le texte, alors. On regarde trop le texte. Il faudrait couper le texte pour déjà, et même l'image, déjà écouter. On devrait écouter ce que font les acteurs. Ce qui se passe donc en jeu vidéo, où tu ne fais qu'écouter ce que font les comédiens. Exactement. Mais du coup, t'as pas d'autre, tu n'as qu'un repère rythmique et du coup, tu as tout de suite une hauteur de voix, la projection. Voilà, t'es pas pollué par autre chose. Après, c'est marrant de le voir dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour toi, tu peux le voir comme une pollution, parce que le trop-plein d'informations, en fait. Oui, parce que c'est surtout que souvent, quand on voit les boucles une fois, je parle pour les gens qui démarrent, évidemment, avec le temps, tu arrives à lire, à anticiper la lecture sur la rythmo et à voir en même temps l'image. Mais de toute façon, le temps de découvrir le texte, tu perds déjà la qualité du jeu, de ce que le mec il a fait en jeu. Ouais. Et le temps de découvrir la situation, d'analyser l'image, de dire dans quel univers on est, qu'est-ce qu'il y a d'autres personnages, etc. C'est pour ça qu'il faut voir les boucles deux fois. Une sur l'image, une fois sur le texte? Une fois, il faudrait déjà voir la boucle une fois, ou déjà une fois pour lire le texte et voir l'image, et une deuxième fois pour ne regarder que ce que fait l'acteur. Que la scène, quoi. Que s'occuper du jeu. Dans cet ordre-là, nécessairement? Ou dans l'autre ordre. Tu peux commencer par l'inverse. Mais ton cerveau, il peut pas... Enfin, je trouve que c'est rare. Alors, il y a des gens très doués, je sais pas comment ils font, qui arrivent à tout analyser en une seule fois. Et ils sont tout de suite... C'est pas ton cas? Pas surtout. Si, sur des scènes simples, tu peux y arriver. Sur des scènes simples, tu peux y arriver. Mais il y a plein... Quand tu as une scène compliquée, je trouve que tu passes à côté des détails, quoi. Tu passes à côté des détails. Et donc, tu fais de l'efficace. Et donc, tu fais de l'efficace, et donc, tu fais du doublage. Et donc, tu fais du chiant. Alors, j'ai dit, et donc, tu fais du doublage. Non, mais je trouve qu'après, ça s'entend. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'un doublage, il faut l'écouter sans le regarder. Et là, t'entends les acteurs qui font des trucs comme ça, et tu dis, c'est pas possible, joue le truc. Mais alors, je me mets dedans, ça m'arrive comme tout le monde. Hein. Mais c'est le rôle du DA, quoi, de dire non, simplifie. Dans ces cas-là, c'est à lui de dire, bon. Enlève-moi les scories, quoi. Puis on peut la jouer sans entendre la technique, en fait. Ce qui te dérange, c'est ça, c'est d'entendre... Oui, et sans entendre... Des fois, je trouve qu'il y a du surjeu. Il y a un surjeu qui est... Tu dis, mais... joue la situation, quoi, plutôt que on entend les mots qui s'écartent sur la bande rythmo. Voilà, on entend ça. Ouais. Voilà. Mais c'est logique, hein, c'est normal. Comment est-ce que tu décrirais l'exercice du doublage avec tes mots à toi? Le mec qui est... En langage sourd-muet. Tu peux mimer, ouais. Ce que je viens de dire, ça répond pas à ta question. Un peu. Non, je cherche comment... Autrement dit, comment je définirais l'exercice du doublage? Ou le résumer en peu de mots. Jouer en français ce que l'autre a joué dans sa version originale, quoi. C'est tout? C'est aussi simple que ça? Ouais, c'est très simple. Il faut jouer la comédie. Mais pour jouer la comédie, il faut avoir fait des années de théâtre.
Il faut avoir fait des années il faut s'être cogné contre les murs pendant des années, il faut s'être planté. Et je trouve que la simplicité, c'est ce qu'on nous demande, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est vrai, hein, je trouve que plus c'est simple, mieux c'est, plus c'est simple. Il faut aller droit au but, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais. Donc, il faut saisir l'essentiel d'une scène. Qu'est-ce qui anime un personnage? Peut-être pas simple, un sentiment. Mais c'est clair. Plus c'est clair, plus mieux c'est. Voilà. Et c'est pas tarabiscoté, faire gna gna gna, je monte gna gna. Je sais pas comment le dire, c'est pas. Oui, non, c'est passer par quatre chemins et aller droit. Mais c'est ça le doublage, c'est pas. Mais c'est la précision. Ouais, c'est pas autre chose. Hein. C'est pas savoir lire une bande rythmo, c'est pas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui va intéresser des acteurs qui vont écouter ça? C'est regarder un acteur jouer sa scène et se dire, c'est comme quand tu regardes une scène de théâtre, tu te dis qu'est-ce qu'il joue, quoi. Quel sentiment l'anime au début, il rentre sur scène, qu'est-ce qui l'anime, et quand il ressort, il en est où, voilà. Et tu vois le parcours, et tu refais ce parcours-là. Bon, le mec, il a fait un parcours généralement en anglais, on va dire. Tu refais la même chose en français, quoi. Ça paraît très simple, ce que je viens de dire. Et c'est vrai que c'est très compliqué, en fait, parce qu'il peut se passer plein de trucs dans ce parcours. Ah oui, mais c'est bien, c'est ça. Une scène dans un film, dans une série, a un objectif précis. Sinon, elle n'existerait pas. Et puis c'est très logique. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est un personnage entre, on lui parle, je te réponds, tu me parles, je te réponds. Alors, si l'acteur est mauvais, c'est compliqué parce que des fois, tu as des acteurs qui répondent à l'envers. Tu dis, pourquoi il joue ça? C'est pas logique. Ou alors, il y a un autre truc dans sa tête. Mais si c'est logique, c'est simple. Voilà. C'est pour ça que souvent, faire du doublage à deux, c'est plus simple. Parce que tu n'as même plus à t'occuper d'imaginer la réplique de ton partenaire, il te la donne, donc tu n'as plus qu'à lui répondre. Directement, ouais. En 2017, dans Legends of Tomorrow, tu fais un certain J.R.R. Tolkien. 16 ans plus tôt, tu faisais l'un des 4 hobbits à quitter la comté pour vivre une aventure épique dans la communauté de l'anneau de Peter Jackson, sous la direction de Daniel Perret. Oui. Étais-tu familier avec les livres avant de décrocher le rôle de Pipin? Alors, pas du tout. Ouais. Et quand on a attaqué le Seigneur des Anneaux, le premier, tu t'es mis à le lire? Je me suis dit, je vais lire le bouquin. C'est chiant le début. Hein. Non. Le début est hyper chiant. Moi, je parle Il vraiment est lent. Des tout premières pages. Ouais, les toutes premières pages, non, c'est vrai. Voilà. Je me suis dit, oh là, ça démarre. Mais une fois que je suis rentré dedans, j'ai trouvé ça super. Ouais. Et j'ai adoré. Et j'ai adoré de me dire, mais en fait, c'est ça. J'avais pas compris que c'était ça les bases de l'heroic fantasy, quoi. Enfin, c'est vraiment le démarrage. Un voyage. Ouais. Et puis, comme on allait travailler sur le film et que le film il était rotoscopé et que donc on ne verrait rien, je me suis dit qu'il valait mieux quand même que je sache de quoi je parle. D'accord. C'est la raison pour laquelle pour me justement comprendre l'univers, quoi. Parce que là, sinon, si tu fais du doublage, mais c'est pas possible. Pas possible de dire des trucs si tu comprends. Enfin, voilà, un écran tout noir si tu sais pas où t'es. Surtout que les hobbits, ils ont une phrase par-ci, une phrase par-là. Enfin, non, on voyait rien. Vraiment, on voyait rien, quoi. Ah ouais. Alors que là, c'était plus simple, tu vois. Je savais qu'on était dans des ents. Ouais. Donc, sur des ents. Enfin, je sais ce que c'est qu'un ent. Enfin, voilà, je sais, etc., etc. Et puis, non, j'imaginais assez bien l'univers de Tolkien, quoi. C'est ça que t'as apporté la lecture? C'est la vision globale? C'est tout l'univers. T'entendais un terme, tu faisais « Ah, ça je connais, ça je sais de quoi on parle ». Ouais, je sais de quoi on parle, ouais. Je sais j'ai appris ce que c'était qu'un orc, un elfe, etc., etc. Marrant. A priori, il y avait la DA qui était là. Oui, t'as le DA, mais comme il y a Daniel qui était là, mais je veux dire, c'est plus simple. C'est comme un film, quand tu l'as vu avant, c'est plus simple à doubler que si tu l'as pas vu. Si tu l'as vu film, tu gagnes un peu de temps, quoi, voilà. Tu gagnes en confort, on va dire. Alors, j'aurais pu ne pas lire. Allô, il y a quelqu'un? J'aurais pu ne pas lire les bouquins, hein. Mais je crois pas que vous les ayez tous lus d'ailleurs. Mais j'en sais rien, c'était pas une obligation, non? Mais non. Quand tu as commencé à travailler sur le film, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Est-ce que tu avais conscience de t'attaquer à l'œuvre, l'une des plus grosses trilogies du 7e art ou pas du tout? Ouais, je pense qu'on savait quand même qu'on allait faire un truc. Alors, on savait pas que ça allait cartonner. Mais on savait. C'est pour ça que j'ai lu le bouquin. Hein. On savait que c'était un gros truc, quoi.
et puis qu'il y en aurait 3. Ouais. Donc c'est parti pour quelques années. Et puis on savait que c'était quand même Peter Jackson. C'est quand même lui qui nous a choisis. Oh, je savais pas ça. Ouais, si, on a fait les essais, il nous a tous choisis. Wow. Donc tu dis bon, on va voilà, enfin le monsieur il a bien travaillé, on va bien travailler nous aussi. Non, on savait que c'était un peu du lourd quand même, ouais. Okay. Mais voilà. Par contre, alors je suis super étonné parce que ça c'était il y a 22 ans, c'est ça, 23 ans maintenant. Bah, le premier c'est 2001, il est sorti décembre. On est en 2024, donc tu vois, ça fait 23. Et alors maintenant, là j'ai fait une convention avec mes petits camarades, là, on était allés les 4 Hobbits faire une convention, c'était super. J'ai vu ça. Sur le Seigneur des Anneaux. Et donc on a rencontré que des gens qui étaient fans du Seigneur des Anneaux. Bien sûr. Mais donc moi je demande, ce qui m'amuse en convention, c'est de demander l'âge des gens. Je sais pas pourquoi, j'ai cette obsession-là. Maintenant j'essaie de me dire, alors est-ce que je me plante complètement sur l'âge des gens ou pas? Mais il y a surtout plein de gens qui venaient nous voir, qui ont 20 ans ou qui ont 15 ans. Qui n'étaient pas nés à l'époque. Et qui nous disent, j'ai découvert le Seigneur des Anneaux, c'est génial. Donc ils redécouvrent. Là c'est la deuxième génération qui arrive. D'accord, ouais. C'est le deuxième effet qui se coule. Ouais. Et c'est incroyable. Bah, c'est fou. Bah, de toute façon, ça n'a pas vieilli. Parce que du coup, c'est leurs parents donc, qui ont mon âge, qui leur ont fait découvrir le Seigneur des Anneaux ou pas, quoi. Tu vois, c'est les enfants. Carrément. Ouais. Et donc je me dis, la moyenne d'âge. ça veut dire qu'il y aura moyenne d'âge. Ouais, tu dirais. Ah bah là, je te parle de gens qui ont 20 ans, qui ont 15-20 ans. Là, lors de la convention? Non, alors il y avait des gens de 50 ans passés, 55 ans, 60, des gens de 30-40 qui les ont vus quand ils étaient petits, mais ils étaient petits. Ouais. Et puis après, tu as la prochaine génération là, qui les ont pas vus du tout au cinéma. Ah oui. Tu vois? Et parce que déjà, leurs parents l'ont pas vu au cinéma. Ils les ont vus à la télé. Ils en découvrent. Non. Bah, si Quel affront. Bah ouais. Fallait voir aussi. Mais ça, je trouve qu'ils devraient, alors peut-être pas tous les ans, mais tous les 5 ans, ils devraient les ressortir au cinéma. Ce que je disais au môme, je leur disais, mais allez voir au vous cinéma. l'avez vu à la télé? Ah bah ouais, c'est formidable et tout. Non, c'est ça génial. se voit au ciné, allez au cinéma. Mais ouais. Ça se regarde sur un écran comme ça, quoi. Bien sûr. C'est fait pour. Ouais. Moi, je les ai vus au ciné. Et donc, je me dis, mais donc, cette histoire, ça veut dire que dans 20 ans, on sera encore Nouvelle là. rasade. Ouais, exactement. C'est vous qui avez... Incroyable. Mais vrai. Ouais, incroyable. Quand on travaille sur une œuvre pareille, est-ce qu'on l'aborde différemment? Est-ce que ça a un impact sur l'interprétation? Non. Non, on fait bien. On fait bien notre boulot, mais je veux dire en général sur les 35, on fait bien notre boulot. Hein. Pas plus, pas moins. On était super contents de faire le Seigneur des Anneaux. Non, mais je me souviens parce que je pense que c'est plus important pour. Nous, on a bien fait notre boulot, mais Danielle Perret, elle était avec Gilles Missire, l'ingénieur du son. Mm-hmm. C'est vrai, il faut le citer, c'est ce que dit Christophe Lemoine, il dit toujours ça. Citons Gilles Missire, parce que il a fait quand même le gros du travail, lui aussi. Hein. Et Danielle, elle était tellement impliquée, mais parce que ça a duré 4 mois, cette histoire pour elle. Nous, ça dure 3 jours. Enfin, 4 mois fois 3, non? Ouais. Oui. Elle y a passé ses jours, ses nuits à voir, à revoir, à revoir le film. Enfin, elle le connaissait par cœur. À en être dégoûtée, j'imagine, au bout d'un moment, mais elle était super dedans, quoi. Donc je pense qu'elle, c'est son bébé. Je sais pas, tu vois, elle le porte vraiment. Nous, on fait Seigneur des Anneaux, mais après, on va faire un jeu vidéo, on va faire une pub, on va faire autre chose. Enfin, voilà, on passe du coq à l'âne. Donc, on n'a pas tout à fait la même... on a plus de détachement, quoi. On n'a pas la même perception, ouais, bien sûr. Est-ce qu'il est difficile de jouer, de faire parler le naturel lorsqu'on doit faire sien un texte aussi lettré? Ouais, c'est un petit effort. Ouais, c'est vrai. C'est pas c'est comme un film d'époque. Voilà, c'est comme un film d'époque. Tu joues pas tout à fait pareil. Est-ce que tu dois une certaine, je sais pas comment dire, peut-être élégance. En tout cas, pas préciosité, mais. Donc tu acceptes l'idée de jouer différemment. Faut d'abord accepter ça, plutôt que d'aller chercher le naturel avec un texte. Est-ce qu'on joue naturel dans Le Seigneur des Anneaux? Je suis pas sûr. Hein. Non. Je crois pas. On n'est pas naturel. Non, mais il y a des situations où tu vois, où t'es plus dans la réaction, dans l'émotion. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est le sentiment qui.
Mais la façon d'exprimer les choses, en tout cas, par exemple, ceux qui font les elfes, arrête. Ceux qui font les elfes sont pas du tout naturels. Ouais. Je pense à Féodor Atkin qui fait voilà. Enfin Féodor ou Jean Piat. Enfin voilà, c'est quand même plus théâtral, on va dire, ce qu'ils font. Ils jouent théâtral un peu. Voilà. T'as eu l'impression d'avoir à aller chercher quelque chose dans ce goût-là? Je pense que eux, ils ont, oui, en tout cas, une articulation très soignée, la voix posée, une jolie voix posée, etc. Nous, on n'avait pas ça, les Hobbits, encore qu'ils sont assez élégants. En tout cas, non, le mien, alors pas Christophe, il est plus populo parce que lui, il est jardinier. Mais Frodon, il est assez élégant. Le mien, il est tête en l'air, mais il est un peu comme... Non, il parle bien quand même. Ben voilà, il n'y a pas trop de mots bouffés, pas trop de... Non, fais un peu attention, ouais. Et c'est vrai que tu as raison, c'est une jolie langue. C'est un effort supplémentaire? C'est pas un effort, mais c'est une façon de jouer un peu différente. Comme si tu prends du Molière, tu parles pas tout à fait pareil, quoi. Si tu joues du Molière au théâtre, tu joues pas pareil. Donc c'est pas une difficulté? Non. Ok. Mais c'est pas une... bah non, enfin moi je trouve que c'est pas une difficulté, non. C'est un plaisir. Non mais c'est vrai, c'est un plaisir de... c'est un plaisir, c'est autre chose que de dire, putain, enfin, tu vois... Oui, ça sort du commun, voilà, on des joue œuvres. pas le fuck et le truc fait chier, truc qu'on peut faire... C'est sûr, il n'y a pas beaucoup de fait chier. Non. Dans Le Retour du Roi, Pipin chante une chanson pendant qu'un groupe de cavaliers part au suicide. La séquence t'a-t-elle posé des problèmes? Alors moi je trouve la séquence absolument magnifique. Quand je la revois, je me dis mais qu'est-ce que c'est beau, putain. Je l'ai revu ce matin c'est vrai, pour me mettre un peu dans le truc. Dans l'ambiance. Dans le mood. Ah non, je trouve que c'est super habilement fait. Non, alors non, on me pose la question souvent. Mais parce que, d'après ce que tu m'as dit, voilà, ce que tu m'as dit avant, voilà, ça. Mais je savais pas ça. Et eux non plus, ils ne le savaient pas. Mais du coup, quand il a... Non, parce que la chanson, Daniel m'a dit, il y a une petite chanson à faire, est-ce que tu veux la faire ou pas? On écoute. Je dis, bon, on essaye. Elle me dit, ouais, si ça marche pas, on la fera faire par un chanteur. Mais... et quand j'ai écouté le truc, qui ressemble à une petite chanson un peu gaélique, comme ça, c'est une monodie. Donc, ça ressemble quand même pas mal à ce que j'ai l'habitude de faire en musique ancienne. Et donc, en vrai, je me suis dit, ouais, aucun problème. Fingers in the nose, ouais. Non, honnêtement, je pense qu'on a dû faire 4-5 prises, pas plus, quoi. Comme ça, en studio. Trop bien. Et d'oreilles, enfin, tu vois, il n'y avait pas... J'ai dû mettre un casque quand même pour faire propre pour les oreilles. Mais, parce qu'il faisait froid dans le studio. Donc. Voilà, c'est ça, pour me réchauffer un peu. Non, c'était vachement bien. Daniel a dit, mais c'est super. Déborah, qui a écrit la chanson, est venue écouter, elle a dit, non, c'est super. Ouais. Et puis voilà, on a gardé. Et puis la chanson est devenue culte. Ouais, complètement. De manière générale, comment tu... Enfin, qu'est-ce que tu te souviens d'avoir traversé et vécu sur cette trilogie? Comment tu la revois? Qu'est-ce qui te reste? C'est des petits bouts comme ça. La chanson, j'ai bien aimé faire la chanson. Je dis ça quand même, ça s'est bien passé. Ça a été Finger in the Nose, mais j'ai bien aimé faire ça. Je me souviens des rares moments où j'ai croisé Jean Piat. Ah ouais. Croisé ou t'as quand même croisé? On n'a pas, on n'a pas travaillé ensemble. Sur Le Retour du Roi, il y a vraiment des scènes avec Pipin et Gandalf. Alors, en tout cas, on les a fait séparément, mais j'étais là. Voilà, donc je l'ai croisé vraiment. Okay. Et j'étais vachement impressionné de voir ce monsieur, quoi, qui était quand même déjà un peu un vieux monsieur, mais quand même, si tu vois, c'est un monstre, quoi. C'est une carrière, donc moi, ça m'épate de voir des acteurs comme ça. C'est une voix, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais, une présence. Ouais. Voilà, je suis content d'avoir fait ce film-là pour ça. Il y a des choses comme ça qui marquent. Même si tu connais pas les acteurs, si tu les rencontres pas forcément, mais t'es content d'avoir été là. Je sais pas comment dire. Ça me... Voilà. Faire partie de l'équipe, ça fait partie de moi maintenant, surtout. En plus, encore aujourd'hui, tu viens de faire une convention encore pour ça. Ouais, absolument. Ouais. Vous avez fait un truc sur Allociné il n'y a pas longtemps, tous les quatre. Vous êtes retrouvés faire des scènes. Donc oui, ça vit encore, mais c'est éternel. Bah, c'est éternel, ouais. C'est les marques des grandes œuvres. Ouais, et puis ça fait partie de mon je sais pas comment dire.
Voxographie. Ouais, ça me nourrit, quoi. Enfin, ça me nourrit, je sais pas si on peut Ouais. dire ça, mais... Ça marche, c'est pas mal ça. Mm. Ça nourrit ton intellect et ton expérience, en tout cas. Exactement, ouais. Non, mais je trouve que ce qui forme les acteurs, c'est les autres acteurs. Enfin, c'est nos pères. Moi, j'ai été formé par... Arrête Je glisse. J'ai été formé par tous les gens que j'ai rencontrés. Ouais. Les plus jeunes aussi, mais quand même les plus vieux, c'est vachement intéressant. Moi, j'aime les vieux, faut le dire. T'es pas le seul. Hein. T'inquiète pas que... Non, mais je suis vachement touché, c'est vrai, par l'univers qu'apporte quelqu'un en 2 secondes. Peut-être un vieil acteur et tu le poses devant un vieil acteur. Je ne devrais pas dire ça, on va parler de moi comme ça bientôt. Mais c'est fascinant Mais je suis Je sais pas complètement comment d'accord. font les jeunes, moi. Ils font des stages de doublage. Alors, ils sont que en stage entre eux. C'est très bien. Mais moi, j'ai été formé en écoutant les autres, quoi. Et comme on enregistre seul à la barre maintenant, là, je sais pas comment les jeunes, ils apprennent. Voilà. Moi, j'ai appris en écoutant des Philippe Dumas, des Perrette Pradier, je le dis souvent, mais c'est vrai, hein, moi, ça me fascinait. Et des Patrick Poivet, tu vois, tu les regardes, tu dis, mais c'est génial, quoi. Il ouvre la bouche, on y croit. Ouais. Il y a tout qui vient, il y a tout qui est là, quoi. Et je trouve ça magique. Et souvent, moi, je me dis, tiens j'ai tel rôle à jouer. Comment l'aurait fait un tel ou comment l'aurait fait une telle. C'est drôle. Et ça me nourrit vachement, hein, de me dire, je leur pique des fois, je leur pique une façon de faire, une attention, un truc, voilà. Faut être observateur dans ce métier, il faut faire ça, quoi. Est-ce que tu crois qu'on apprend plus en observant ou en faisant ? Les deux. Il faut faire, mais non, on apprend vachement en observant. Petite balance des deux ? On apprend beaucoup en observant. Ouais. Énormément en se taisant. En écoutant. En écoutant, ouais. On a évoqué les jeux vidéo avec Arthas et Warcraft, mais tu as fait au ciné le plus connu de tous les plombés italiens, Si, youhou le Mario de Nintendo. Comme monument, ça se pose là aussi. Comment as-tu accueilli la nouvelle et l'idée de faire Mario ? Complètement dingue. Alors ça, c'est un truc de fou. Merci Valérie Ciclet. Tiens, tu feras le perso le plus connu de toute l'histoire des jeux vidéo. Ouais, c'est un peu ça. Bah ouais. Cadeau. Ouais. Non mais cadeau, hein. Est-ce qu'on gamberge dans En ces fait, cas-là j'y croyais même pas, personne n'y croyait. Nintendo n'y croyait pas du tout. D'accord. Et voilà, non, tu sais pas pourquoi Alors ça, c'est je sais pas, c'est des cadeaux, cadeaux de la vie, je trouve. Alors cadeau un peu empoisonné, hein, parce que il a fallu le faire et que c'est pas si simple que ça, je trouve, mais enfin, faut le porter, quoi. En fait, je me suis surtout dit ça, je me suis dit, mais c'est dingue ce qui m'arrive. Je vais faire ce truc-là, quoi. Je vais faire Mario. Et donc, il faut le faire. Il faut le porter et il ne faut pas décevoir. Et là, tu as bien compris qu'il ne faut pas du tout décevoir. Et donc là, tu l'as vraiment ressenti le poids ouais. que tu n'avais pas ressenti sur le Seigneur des Anneaux. Ouais, mais je l'ai dit à Valérie quand même beaucoup. J'ai dit, putain, je trouve ça... Parce qu'on n'a pas forcément été soutenu. Enfin, on a été soutenu, mais voilà, c'était délicat. Tu sentais que c'était délicat pour tout le monde, que tout le monde était sur la sellette. C'est qui tout le monde ? Bah, je parle des distributeurs, je parle des Japonais, je parle de... Parce que moi, je crois me rappeler que dès que la première bande-annonce est mais pas le sortie, public. Non, mais les gens ont trouvé ça... ils ont adoré. C'est-à-dire que on est un peu tous d'accord pour dire que la VF est bien mieux que la version de Chris Pratt. Enfin, je veux pas cracher. C'est pas à moi de le dire. Mais les réactions étaient comme ça. Unanimes. Exactement. Ouais, unanime. Mais voilà, c'est ça, Mario, c'est pas ce que fait Chris Pratt. Donc on comprend pas. C'est pas ce que fait Chris Pratt, c'est pas ce que fait... comment il s'appelle l'italien, là Ouais, je sais plus, mais oui, je vois. Mince, j'ai un trou de mémoire. Enfin, toutes les réactions qui sont sympas, qui sont rigolotes, mais tu fais pas parler un personnage comme ça pendant 2 heures, c'est inécoutable. Exactement. Donc, ils ont fait Valérie a fait un truc très habile, elle m'a dit on cherche un entre-deux. Voilà, ils cherchent un entre-deux, on fait entre les deux. Bien souvent, c'est la meilleure façon de se planter. Et j'ai fait un entre-deux, exactement ce qu'ils voulaient, visiblement. Mais en fait, c'est ma voix quand même, ça va. On a fait un truc pas trop trafiqué.
un truc écoutable, quoi. Mhm. Pas trop cartoon. Et voilà, ça plaît. Hein. Non, je sais pas. Ça te plaît bien. Ouais, non, ça plaît. Non, mais je suis vachement fier d'avoir fait ça. Je suis super content. Non, c'est cool. Mais voilà, j'espère qu'il y aura une suite. Je crois ils l'ont annoncé, il me semble. Hein. Ouais, c'est annoncé. Oui. Moi, j'en sais rien, mais j'espère que j'en ferai partie. A priori, je vois pas pourquoi j'en ferai pas partie. Eh oh, hein, t'as intérêt. Dis donc. Ils vont nous entendre sinon. En anglais, donc c'est Chris Pratt qui le fait. Donc ce choix a surpris plus d'une personne. Et au-delà de ça, c'est son style de jeu très éloigné de la voix habituelle de Mario, en fait, qui a surpris. Ouais. Donc comment tu penses que vous avez fait pour doser entre la version anglaise et la voix habituelle très haut perché que tout le monde connaît? Justement, trouver cet équilibre dont tu parlais. L'équilibre entre les deux, c'est moi. Ouais. Non, mais... Essayer d'être relativement naturel. Relativement naturel. C'est-à-dire que Chris Pratt, il fait quelque chose. Il fait du Chris Pratt, en fait. Il fait pas du Chris Pratt, parce que si t'écoutes Chris Pratt dans ses films, il a une... Plus grosse voix. Ouais, il fait pas vraiment du Chris Pratt. Il fait un Chris Pratt un peu terne, je sais pas comment dire. Ok. C'est le souvenir que j'en ai sur la VO. Tu te dis, mais pourquoi il... Il y a des moments, je me dis, mais pourquoi... C'est un peu tristoun, c'est un peu... Peut-être qu'il tentait de s'alléger. C'est pas plombier, c'est plombé. Bon, elle est bonne celle-là. Pas mal. Non, mais je comprenais pas toujours ce qu'il faisait. Ouais. Et à l'inverse, t'as Charles Martinet. Voilà, merci, c'est ça le nom que je cherchais tout à l'heure. Charles Martinet qui fait truc un peu hystéro comme ça sur les réactions. Bon, très bien. Mais je sais pas, moi j'en sais rien, c'est pas moi qui ai travaillé avec Chris Pratt, c'est pas moi qui l'ai dirigé, je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais je pense que du coup, oui, il voulait en tout cas, la directive, nous, c'était de faire quelque chose un peu entre les deux quand même. On s'est inspiré de Pratt, on s'est rapproché on n'a pas fait complètement autre chose. C'était une directive de Nintendo, faite un peu entre les deux. En tout cas, c'est ce que m'a demandé de faire Valérie aux essais. C'est une directive du DR, d'accord. Ouais, de Valérie aux essais, on a fait ça. Et je pense que Valérie, elle a bien fait. Et c'est une spécialiste de Mario. Enfin, voilà. Il fallait aller vers ce que les gens attendent de ce personnage. Mm-hmm. Mais sinon, il se plantait. Bah ouais. Oui. Ouais, parce que Nintendo qui décide de faire parler son personnage après 40 ans... Non, mais c'est une vraie gageur pour eux. Oui, complètement. Gageure, pardon, c'est une vraie gageure. Donc, au-delà des You et des Youpi, on entend, parce qu'évidemment, il avait une voix avant, mais bon, il ne parlait pas vraiment. Ouais. Est-ce que tu penses que la créativité, la tienne en tout cas, était un peu bridée? Est-ce que tu avais la sensation de jouer menotté? Non, j'avais pas la sensation de jouer menotté. T'as la sensation qu'il faut faire le mieux partout. Qu'il faut faire... Arrête Qu'il faut faire... je sais pas comment dire... au top partout, mais on est tout le temps au top partout sur toutes les répliques. Mais c'est quoi au top quand l'anglais n'est pas le point de référence? Je vois ce que tu veux dire. J'ai pas envie de dire menotté parce qu'on ne m'a pas menotté. Donc ce serait injuste de dire ça. Mais l'enjeu étant ce qu'il était, oui, tu sens que... Tu peux pas te lâcher, quoi. En tout cas, il faut se lâcher dans le bon sens et il faut trouver la meilleure solution possible pour le personnage, quoi. Mais c'est vrai que j'étais pas menotté, mais j'étais un peu paumé. Pour dire la vérité, okay. J'étais un peu paumé au bout d'un moment, je savais plus très bien ce qui était bien, ce qui était pas bien. Et, il y avait beaucoup de prises à chaque fois? Ouais, il y a énormément de prises. Et merci Valérie. Vraiment, je le dis, merci Valérie, parce qu'elle m'a toujours soutenu en me disant, ne t'inquiète pas, on a tout ce qu'il faut. On peut monter dans les prises, on peut prendre ci, on peut prendre là. Donc voilà. J'ai fait une belle sifflante. Et je suis allé voir le film après au Cinoche et j'ai trouvé que la VF était magnifique. Mais vraiment, elle est magnifique. Donc ils ont pioché dans, je sais pas, 7 prises différentes? Oui, c'est toujours le cas. On fait ce doublage, c'est toujours des bouts de prise. C'est rare qu'on fasse des continuités. Oui. Ouais, non mais quand même, il y a toujours du montage. Ok, t'avais pas l'impression que c'était plus que d'habitude? Non, il y avait du choix. Il y avait du choix. Ok. Ça c'est sûr. Mais c'est normal qu'il y ait du choix.
Parce que justement, on teste, mais même sur des réacs, hein, je veux dire, on fait un youhou, youhou, youhou. Enfin, je caricature un peu, mais on en fait quand même plein. Et alors que sur de la réac en dessin animé, évidemment, on peut y aller à la volée et faire youhou, youhou, le truc le petit personnage qui se balade là, et ça passerait tout de suite sur une série. On se poserait pas la question. Non, là, on les a chiadés, les réacs. Mais vraiment. Hein. Il y a eu du youhou. Il y a du high youhou. Est-ce que Nintendo t'a offert une Switch pour te féliciter de ton interprétation ? Même pas. Ok, question suivante. Mario, c'est de la composition, évidemment. Quels sont les pièges et les dangers quand tu t'attaques à un rôle de composition ? C'est justement j'allais dire c'est d'en faire trop, mais y a pas, non, quand tu t'attaques à un rôle de composition, il n'y a pas de danger. Si ton personnage il n'a pas de référence, tu fais ce que tu veux, et puis du coup tu le crées. Là, c'était pas le cas. C'est l'inverse. Il y a tellement de références que les gens ils ont envie d'entendre quelque chose. Il faut que tu rentres dans l'imaginaire des gens que tu ne connais pas. Ouais. C'est ça la difficulté. Ouais, je comprends. Complètement. Donc il faut que tu plaises à un maximum de gens, tout en étant divertissant, tout en étant crédible, si t'en fais trop, t'es chiant. Voilà. Après, j'ai envie de dire, le résultat, il m'appartient pas. Moi, je fais ce que je peux, et puis ça plaît. Ça veut dire que je suis la bonne personne. Est-ce que... Non, mais c'est vrai. Du coup, en fait, je le fais assez simplement et assez naturellement. Ouais. Si j'avais trafiqué un truc dans ma voix pour trouver ce personnage-là, ça n'aurait pas marché. Je pense que ça n'aurait pas marché. Est-ce que composition égale plus fun ou pas forcément ? Composition égale plus fan ? Fun. Non, pas forcément. Ok. On se dit pas, je vais faire un truc complètement loin de moi, du coup je vais pouvoir faire n'importe quoi. Alors n'importe quoi, jamais. Et puis, des fois, composition loin de moi égale galère à tenir sur la longueur. Parce que c'est rigolo, ça peut être marrant sur une phrase, mais si tu fais 2 heures d'un truc qui est super loin de toi, c'est plus chiant à tenir, quoi. T'entends soit hyper haut perché ou voilà. Ou au contraire. Si tu fais un truc avec qui vote maintenant, tu vas te faire fier à faire des trucs comme ça pendant 12 saisons. Pendant 12 saisons, ouais, ça peut être insupportable. En parlant de fun, allons voir Ryan Reynolds et Deadpool. Pas qui c'est. Ouais. Ryan Reynolds. Je connais pas. C'était d'abord un beau gosse, comme il y en a tant à Hollywood. Pourquoi c'était, dis donc, il n'est pas si vieux, il est toujours beau. J'ai dit c'était d'abord comme il y en a tant à Hollywood. Et puis il a voulu un peu casser cette image, trop lisse. Alors il s'est attaqué à des rôles qui reflètent davantage sa vraie personnalité. Que penses-tu de lui ? J'adore Ryan Reynolds, moi. Je trouve que c'est un acteur qui... Comment je peux dire ça ? T'as pas envie de dire des banalités ? Non, mais je trouve que c'est un mec qui a... J'attends de voir comment il va... On attend tous un peu de voir, peut-être. En tout cas, moi, j'attends de voir qu'est-ce qu'il va faire après, quoi. Je trouve que pour l'instant, il a super bien réussi le virage. Il a super bien pris le virage. De la quarantaine, tu veux dire ? Ouais. Même de sa carrière. Il est parti sur des trucs un peu simplets. Moi, je me souviens de lui quand je l'ai fait sur des films quand il avait 25 ans. C'était des films de genre, teenager, machin. Ouais. Il jouait effectivement les beaux gosses, un peu rigolo, machin. Et tu te dis, bon, ça va peut-être pas le faire très longtemps. Et puis si. Il continue. Et en fait, il excelle dans ce truc-là, quoi. Enfin, alors, plus dans le teenager, mais même dans le mec, dans le beau gosse un peu décalé. Et puis carrément décalé avec Deadpool. Et puis tu te dis, après, qu'est-ce qu'il va faire ? Je sais pas, il a fait Free Guy, c'est encore autre chose, mais c'est toujours décalé. Et le film est super. Ouais. Voilà. Alors, on l'a pas vu dans des œuvres dramatiques. Si, il y a un film qui s'appelle Le Tableau qu'il a fait, où il fait un journaliste qui enquête sur une femme, sur une histoire, une femme juive, etc., la déportation, patati. Donc, il y a un truc plus sombre, plus dramatique. Okay. Mais voilà, je l'ai pas vu sur des drames, hein, vrai. Je l'ai pas franchement vu sur des drames pour l'instant. Alors, peut-être que dans 10 ans, on va dire Reynolds, il y en a marre. À jouer les beaux gosses rigolos. Mais je trouve que pour l'instant, il tient le choc, quoi. Non, ça marche, hein. J'ai peur qu'en faisant des rôles plus second degré, on peut tomber dans une certaine facilité.
Il joue très bien, il est vraiment très drôle, mais t'as parfois l'impression qu'il frise l'autoparodie. Bah, alors moi, je trouve que pour l'instant, pas. Ok, Toi, tu trouves? parfait. Sur quoi? Alors, pas sur Deadpool. Ben, il Si. y a des rôles, il y a des films qui sont un peu Mais- Ryan Reynolds dans. Je suis d'accord, ça pourrait frôler le tic de jeu, enfin le... La redondance et... Ouais, on dit, bon d'accord, il va faire le rigolo. Ouais. Même si jusqu'à maintenant ça marche Mais pour encore l'instant, bien. ça marche. Mais on commence à se dire, s'il en fait 2-3 par an, on va se lasser. On va finir par se lasser. Ouais, après il me fait marrer. Il me fait marrer. Mais c'est vrai, hein, parce que je vois son œil qui frise et je sens toujours le moment où Il va dire une connerie. il va regarder la caméra, quoi, tu vois. Voilà. Et c'est quand même génial, non? Enfin, c'est génial, je devrais pas dire ça. Moi, ça me fait marrer. Bah, tant mieux, J'adore ça. Bah ouais. Je me dis, mais il y a vraiment des moments où je me dis, mais qui est con. Même dans Deadpool 3, je te jure, il y a des moments où je me dis, mais qui est con, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'il est chiant, qu'il est... non, c'est super. T'as envie de lui mettre quelques claques, ouais. De temps en T'as temps. envie de mettre des claques, Ouais. mais le duo fonctionne super bien, quoi. Donc Deadpool, c'est lui, Ryan Reynolds, poussé à l'extrême. Le premier est tombé à point nommé. Le dernier a sauvé Marvel du naufrage artistique et financier. J'ai une question bizarre. Est-ce que le masque, et donc le fait qu'on ne voit pas sa bouche en mouvement, change quelque chose à ton jeu? Non, ça change pas mon jeu, mais en tout cas, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux jeux vidéo. Il y a moins de support de jeu. Ouais. Et c'est une marionnette vide, quoi. T'écoutes en fait plus que Donc t'es obligé de jouer, la situation, la comédie. Si tu joues pas le truc, il se passe rien. Enfin, ça n'est que il faut jouer. Il faut jouer vraiment les blagues, tu peux pas. C'est marrant parce que tu peux pas en faire trop. Pourtant, il en fait. Hein. Il en fait pas mal. Mais si tu caricatures, ça ne marche pas. C'est clair ce que je dis. Oui. Il faut jouer la situation. Non, mais c'est comme n'importe quel film comique. Il faut jouer la situation. Si tu caricatures la situation, t'es plus drôle. Si tu es Le masque ne change rien, ça? T'as pas l'impression de devoir surarticuler, par exemple, des trucs pour jouer le masque ou des choses comme ça? Non, pas du tout. Okay. Au contraire. Ok. Je pense qu'il faut être encore plus... Non, en fait, ça simplifie. Il faut être très naturel. J'imagine que c'est pas compliqué d'être en place. C'est un truc que m'avait dit le premier que j'avais fait avec Jean-Pierre Dora. Ouais. Et il passait son temps à me dire ça. Il passait son temps à me dire, mais fais-en moins. Et comme on dit souvent en doublage, less is more. Et c'est vrai que souvent, la situation suffisait, tu balances ta réplique telle quelle et bing, tu tombes. Quand c'est bien écrit, souvent, tu fais mouche plus que si tu veux faire drôle. Insister, souligner. Exactement. Et le masque t'oblige à ça, curieusement. Ah, simplifié. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais. Ah bah si tu es à côté, tu caricatures, tu fais une marionnette qui caricature. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Hein, il faut presque faire l'inverse. Ah, c'est marrant. Parce que j'invite qui que ce soit à mettre un masque. Quand tu es derrière un masque, tu te rajoutes. Non, quand tu es derrière un masque, tu vois, justement, il n'y a plus rien, donc tu ne vois que l'essentiel. C'est difficile, le masque. T'as jamais fait du masque? Il n'y a rien de plus dur. Moi, j'ai joué sous masque au théâtre. Ah ouais? C'est le truc que j'ai fait le plus difficile dans ma vie, je crois. T'as l'impression d'être seul avec tes émotions, avec tes pensées? Ah bah ouais. Ah oui. Et en fait, tout se voit. Oh. C'est très bizarre. Hein. C'est une sensation très étrange parce que t'as l'impression d'être à poil. Quand tu mets un masque, t'es à poil. Ah, c'est marrant. Et donc, en fait, plus t'es toi-même, et plus ça fonctionne. Et ben Deadpool, c'est ça. En fait, Deadpool, ça m'oblige à être moi-même. En fait. Tu me fais peur. Ouais, c'est ça. D'un seul coup, je sens la 4e dimension. Ouais. Deadpool, c'est moi. Non, mais il y a un truc un peu comme ça. Ok.
As-tu enregistré Deadpool et Wolverine avec Jérémy Covillault? Oui. Séparément? Oui. Il dit oui. Que penses-tu de Jérémy? Oui. Qu'est-ce que ce ping-pong a apporté à ton jeu? Oui. Je dis merci Disney de nous avoir laissé enregistrer ensemble. Parce qu'il y avait le choix que ce soit pas... Et merci Dorothée Pousseau d'avoir insisté pour qu'on enregistre... on aurait pu ne pas enregistrer ensemble, bien sûr. Oui. Tous les films maintenant, quasiment, on les fait séparés. C'est mal. Et donc merci Émilie encore chez Disney de nous avoir déjà permis de voir le... Ah, j'ai peut-être pas le droit de le... Aussi. Nous a permis de voir le film. Voilà. Mais moi j'ai dit, le film, il faut qu'on le voit. On n'était que nous deux, hein, mais on l'a vu. Obligé. Ils sont partout, c'est impossible. Voilà, on l'a vu enfermé, il n'y a que nous. Bref. Et on l'a tous vu depuis, donc tu peux en parler. Ouais, mais c'est surtout qu'après, on a enregistré avec un film pareil, rotoscopé, il n'y avait rien. C'est insupportable. Les mecs, ils ont des masques. Non, mais ils ont des masques, on ne les voit pas, et ils font des blagues, et tu vois rien. Tu dis, c'est pas possible, donnez-nous 2-3 éléments quand même. Donc, merci à Dorothée d'avoir dit toutes les scènes avec Wolverine, vous les ferez ensemble. Alors, on les a pas fait ensemble sur la même piste, parce que ça, c'est pas possible techniquement, mais enfin, au moins, on s'entendait. Voilà. Ouais. On les a joués ensemble, même séparément. Mais voilà, et on se faisait marrer l'un l'autre, et quand ça nous est marré, on sait que ça fonctionne, quoi. Ouais. Voilà. Cool. Et puis, c'est vraiment... moi, j'ai vu le film, pour moi, c'est duo, c'est comme ce que je disais à Jérémy, c'est l'emmerdeur, c'est... Tu te rappelles de Terence Hill et Bud Spencer? Oui, c'est ça, c'est un duo comique, tu vois, mais... Bon, bref, pour moi, c'est Lino Ventura et Jacques Brel, tu vois. C'est vrai, c'est de ce niveau-là, quoi. Tu dis, il y en a un qui est insupportable, qui fait chier tout le monde, on a envie qu'il se taise. C'est Pierre Richard, et enfin, voilà... voilà, c'est les grands duos comiques comme ça. C'est chouette, mais t'as pas répondu à ma question. Ah bon? Que penses-tu de Jérémy et qu'est-ce que ce ping-pong a apporté à ton jeu? Moi, j'adore Jérémy. Qu'est-ce que je pense de Jérémy? J'adore. Non, mais il est parfait sur le rôle. Et qu'est-ce que je pense de Jérémy? C'est alors voilà, quelqu'un qui est, je sais pas, c'est un super comédien, hein, qui déjà, d'abord, il travaille énormément, mais je veux dire par là, il tourne beaucoup, enfin, il fait plein d'autres choses, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même super nourri. ICO. Et voilà, qui vient avec son manger, comme on dit, quoi. En plus, c'est un fan de Marvel, donc lui, il m'a aidé parce que lui, il connaît tout l'univers Marvel, etc. Et il est passionné, quoi. Donc ça, c'est génial. Donc il est super content de faire ces films-là, quoi. Ça le motive. Et puis du coup, il laisse pas passer les trucs. Enfin, il laisse pas. Des fois, il peut y avoir des petites astuces qu'on voit pas, mais lui, il les voit tout de suite. Enfin, il y a beaucoup de références dans le film. Ouais. Donc voilà. Et ta question, c'était quoi? Qu'est-ce que ce ping-pong a apporté à ton jeu? Ça, justement, l'immédiat, le fait qu'on se parle et qu'on se réponde, quoi. Du coup, c'est immédiat. On se pose pas la question. Voilà, comment la faire ou pas? Ouais, on l'a fait. Puis c'est deux masques qui se répondent là en plus, donc c'est parfait. D'accord. Tu as vécu Deadpool 3. Ouais. Non, on a. Quand je dis on a tout fait, on a quasiment tout fait. Si, on a tout fait ensemble. C'est parfait. Après, c'était fatigant. Je me souviens que moi, vocalement, j'étais fatigué. Il n'arrête pas. Ouais, il n'arrête pas. Je vais pas te demander ton lignage, mais ça devait être impressionnant. Énorme. Ouais. Énorme. Et donc, au bout de 4 jours, j'avais la voix un peu fatiguée. Donc, en fait, j'étais plus, moi, concentré sur ma fatigue physique. Bien sûr. Voilà. Pour me ménager. Voilà. Ça devait être drôle de voir le croisier. Vous êtes tous dans les mêmes boucles et ton lignage à toi et celui de Jérémy, ça devait être assez... on a tout le film. Hein. On a quasiment tout le film. Encore, moi, je crois, c'est au moins, c'est presque 3 fois plus que Jérémy, je crois. Ouais. Et c'est énorme. Énorme. Bon, écoute, pas s'en plaindre. Ah non, c'est très bien. Je suis très content d'avoir fait ce film. Est-ce que tu trouves que les DA utilisent toute ta gamme de jeux ou y a-t-il des choses que tu aimerais davantage explorer? Je vais me taire avant que tu aies fini de poser mes questions, pardon. Mais bien sûr que non, les DA, mais vous n'utilisez pas toute ma palette. Mais explorer. Je sais pas, ça, non.
Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un type de rôle que tu n'as pas suffisamment fait ou tu aimerais plus faire ou... Je suis gâté quand même. Hein. Franchement, C'est pas faux. Non, mais c'est vrai, je vais pas me plaindre, quoi. Je trouve que je fais des trucs non, sans super. aller jusqu'à là, je me plains. Dire, effectivement, ça, j'ai moins fait ou... Ouais, mais qu'est-ce que j'ai moins fait? Attends, je cherche, hein, mais... Non, j'ai pas ce sentiment-là. Je me dis pas, j'aimerais bien faire plus ça. Non, Ouais, ok. non, je sais pas, j'adore... j'aime bien tout ce que je fais, donc... j'adore... quand je fais des salauds, c'est super. Mais j'en fais. Ouais. Donc j'ai fait des grosses ordures. Hein. J'ai fait des grosses merdes quand même. Des très grosses merdes. Et c'est super quoi de faire des grosses merdes. Des gros enfoirés. Des trucs que tu te dis, mais c'est improbable quoi. C'est improbable parce que moi, jamais je les tournerais. Ouais. Enfin, tu vois, physiquement, c'est pas possible quoi. Donc d'aller chercher des trucs malsains, pervers, je trouve ça absolument génial. Et puis des choses rigolotes, légères. Non, je sais pas. Alors je veux dire, ouais, genre, j'ai pas fait beaucoup de trucs mièvres. Bah, tu vois, non, je me dis pas ça, quoi. Oui. Non, je sais pas. On explore, hein, on explore plein de trucs différents, donc c'est chouette, quoi. Alors, si c'est chouette, j'ai envie de dire hibou. Genou, caillou, chou. Tiens, j'ai vu un post LinkedIn ce matin qui citait Pierre Ninet, qui disait qu'il aimait bien les bons vieux doublages bien ringards. Et il y a une internaute qui disait ceci. Ça, c'était avant. D'ailleurs, je me demande si maintenant le doublage n'est pas trop bon, justement. Finalement, le rôle du doubleur, c'est de doubler et coller au jeu de l'acteur, pas de réinterpréter le jeu, non? Et si l'acteur n'est pas bon de base, mais que le doubleur, lui, est excellent? Dernièrement, ça m'est arrivé de regarder des films ou séries espagnoles en français alors que jamais ça m'était arrivé avant. Merci aux doubleurs d'avoir sauvé quelques pépites, mais est-ce que c'est leur rôle d'améliorer le jeu de l'acteur? Ton point de vue là-dessus? Bah, bien sûr. Ah ouais, alors moi, j'ai pas de scrupule du tout. J'ai aucun scrupule avec ça. Pour moi, ce métier est un métier de faussaire, hein, comme on dit. Non, mais tout ça est faux. Tout est faux. Je veux dire, les acteurs, ils tournent pas dans l'ordre. Ils sont montés, ils sont coupés. Donc, des fois, ils sont pas bons au tournage et ils sont bons à l'arrivée. Ils sont maquillés, ils sont éclairés. Ils sont moches, ils deviennent beaux. Tout est faux dans ce métier. Tout est faux. Le son est faux. Il faut le dire aux gens. Ce n'est pas vrai. Superman ne s'est pas volé en vrai, etc. Oh, non, mais tu vois, faut arrêter avec on brise le. Non, c'est pas vrai. J'y crois pas du tout. C'est que de l'artifice. 50% d'un film, c'est le monteur qui le fait. Ah, ok. Tu sais son Ah bah point de vue. oui, un film mal monté, c'est un film raté. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on peut rattraper plein de choses en post-production. Donc voilà, le doublage, ça fait partie de la post-production, on peut dire. C'est une tricherie, oui, mais moins elle se voit, meilleure, ça veut dire que voilà, mieux elle est. Mais et donc on peut rattraper des acteurs en doublage, bah ouais, bien sûr. Okay. Et on peut de temps en temps, on les massacre aussi. Ouais. Mais quand même pas trop, je trouve, en France. Hein. On se défend pas mal. En principe, on se défend pas mal. Thierry Desroses m'a dit « Pierre Tessier, il est énervant de facilité. Quel conseil pourrais-tu donner à des jeunes comédiens qui aimeraient se tessiétiser ?» Alors, donc à Thierry Desroses, je lui conseille d'arrêter cette méchanceté qui le caractérise, ce mauvais caractère, mauvais camarade, déplaisant, déplacé. D'abord, il est grand. Il est plus grand que moi et ça m'énerve. Il est plus coloré que moi et ça m'énerve aussi. Ouais, je comprends. Et j'adore Thierry. On va peut-être se retrouver, tiens, avec. On fait des Blades ensemble, non? Ok. Non, avec Ryan Reynolds. Ouais. Je sais pas. On a travaillé ensemble. Je pense qu'on va peut-être se retrouver. Et non, j'aime bien Thierry. Moi, j'adore bosser avec lui. Ça fait un moment qu'on n'a pas travaillé ensemble d'ailleurs. Et maintenant que depuis qu'il fait de la direction, il est plus disponible. Exactement. Voilà, et comme il vient plus aux soirées. Les fameuses.
Quel conseil pourrais-tu donner à des jeunes comédiens qui aimeraient se tessiétiser? Faites surtout pas comme moi. C'est bien ça, j'aime beaucoup. Je sais pas. Tournez, faites du théâtre, faites plein de trucs. Et n'ayez pas peur du micro. Pas comme moi. Oui, voilà. T'en as pas peur, toi, tu le massacres. Non, mais n'ayez pas peur des micros et écoutez un peu plus les DA. Voilà, tiens, voilà. Ah, c'est pas mal. Il faut écouter les directeurs artistiques, ils ont toujours raison. J'aime beaucoup. Alors, tu sais quoi? Hier, je suis allé m'acheter du parfum parce que j'en avais plus du parfum. C'est à se dire que... Enfin, c'est dire que quand les gens ce que tu me racontes. ne savent pas quoi t'offrir, ils t'offrent du parfum. Du coup, j'avais un stock tel que j'avais jamais acheté de parfum. C'est un peu fou, non? C'est dingue. Bref, la nana du magasin m'approche et me dit « Quel genre de parfum recherchez-vous ?» Je lui dis « Je sais pas, il y a des genres maintenant. » Elle me rétorcasse « Plutôt frais, poivré, gourmand. » Après lui avoir dit que je ne parlais pas cette langue étrangère, je lui demande ce qu'est qu'un parfum gourmand. Ce qu'est qu'un parfum gourmand? Absolument comme ça. Tu sais, toi, ce que c'est un parfum gourmand? Un parfum gourmand, c'est le parfum qui a le goût de la mangue et de la banane, ainsi qu'un parfum légèrement chocolaté. Non, moi j'aime les parfums un peu poivrés. Donc t'es comme moi. Ah, ok, on y vient. Légèrement cuiré. Ah ouais, ok. Un peu de cuir. Cuir. Ok, bah ça marche. Tu vois le côté un peu masculin. Eh ben, tu vois, gourmand, moi, elle me fait sentir un truc, c'était trop sucré. Du coup, je lui dis, j'aime pas le truc trop sucré. Bah voilà, je lui dis, madame, c'est trop sucré. Ouais. Elle me répond qu'elle est une femme et que les femmes aiment le sucre. Du coup, après moult tentatives, je trouve un truc qui me plaît pas mal. Résultat, je peux aujourd'hui dire quel type de parfum me plaît. Frais, discret, subtil, légèrement poivré. Et toi, donc, Pierre Tessier, sais-tu quel parfum tu apprécies? Frais, légèrement poivré, subtil. Finalement, j'aime le parfum de Mathieu Colna. Eh bah, tu vois, je vais pouvoir te dire ce que j'ai acheté. Non, en vrai, oui, dis-moi, c'est quoi? Non, bah, je vais pas le dire, je vais pas faire de pub. Ah bon, d'accord, tu me le diras. Je te dirai off. Mais ouais, je suis... Les parfums, j'adore les parfums. Alors moi, j'en ai... il y en a plein qui ne me vont pas. Mais tu sais les qualifier, toi? Non, pas vraiment. Mais trop sucré, sûrement pas. Alors c'est sûr, ça m'écoeure. On est d'accord. Poudré, donc ça c'est trop féminin. Existe. Ouais, mais c'est plus féminin. Souvent les parfums poudrés, c'est... Je sais pas, ouais, il faut que ce soit léger. Moi, j'aime bien... je sais pas. Non, je sais pas. Ça, c'est mystérieux, les parfums, quand même. Je saurais pas vraiment dire. Il faut parler le parfum. Enfin, moi, j'ai appris un truc, quand même. Et je vais sûrement pas donner comme ça le nom de mon eau de toilette. Allez, tiens. Non, ça, je ne ferai pas ce plaisir aux fans qui se précipiteraient pour aller me faire des cadeaux. Ce serait trop. On le mettra, par contre, dans les notes en dessous. Alors, un jour, au détour d'une pause, j'ai fait un portrait photo de toi. Tu m'as demandé comment je voulais que tu poses. Je t'ai dit, bah toi-même, naturel. Un peu comme aujourd'hui, quoi. Sourire, pas sourire, comme tu veux. Et tu m'as dit, alors pas de sourire. Ouais, c'est vrai. Réponds que si tu le souhaites. Mais je me suis demandé, pourquoi Pierre Tessier ne s'habille pas de son sourire lorsqu'il est au naturel? C'est une jolie question. En fait, c'est pas vrai. Je pense que je dois être assez souriant naturellement. Je m'en rends pas compte. Parce que je m'aime pas quand je souris. Ok, c'est juste ça. T'aimes bien les photos où tu tires la tronche? Bah non, j'aime bien les photos où je suis naturel, pas trop souriant, parce que je trouve que le sourire, c'est une grimace et que souvent... Le sourire est une grimace, ok? Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, souvent, il y a des gens qui savent très bien sourire naturellement, c'est joli. Moi, je me trouve pas spécialement beau quand je souris. Voilà. Mais c'est personnel. Okay. Mais en l'occurrence, si je fais des photos où je ne souris pas, les gens me disent « Mais pourquoi tu fais la gueule? Tu fais jamais la gueule. » Ce qui est vrai. En fait, je fais rarement la gueule. Donc, ça me rassure. Voilà. Mais parce que je pense que en vrai, j'ai un visage un peu expressif et donc très vite, j'ai l'impression de faire moi la grimace. Donc, ça m'agace de faire la grimace. Donc, j'essaye d'être le plus neutre possible. Et j'ai beaucoup de mal. Donc en tant que photographe, je te dirais simplifie ton jeu. Exactement. On en revient là. Bon, en conclusion, Arthas, Mario, Deadpool, Pipin, si t'invitais un de tes personnages à dîner, lequel ce serait et pourquoi? J'ai vu que tu allais me dire le mélange des genres jusqu'à l'écœurement, tu vois. Tu prends le tout, tu fais comme ça, c'est imbuvable, quoi. Lequel j'inviterais à dîner?
Ah, j'inviterais Deadpool. J'adore sa combinaison. Et non, j'inviterais Deadpool. Je trouve que d'abord, il peut pas mourir, donc c'est génial. Ouais. Et puis, tellement décalé que non, tu dois passer une bonne soirée, quoi. Je pense que oui. Voilà. Tu sais ce que tu mangeras? Tu sais ce que tu lui ferais à manger? Des chimichangas. Pas mal. Qu'est-ce qu'il aime, Deadpool? Je sais pas, des trucs épicés. Des des bananes trucs- écrasées. Non, je sais pas. En plus, faut les passer. Un truc dégueulasse, ouais. Je pense un truc, un sundae dégoulinant avec du burger. Ah, il bouffe des burgers dans le 3e, oui, c'est vrai. Il mange des hamburgers dégueulasses. Voilà, donc ce serait un burger dégueulasse. Parfait, ça fait rêver. Bon, merci Pierre, j'ai passé un bon moment même que. Pareil. Merci Mathieu. T'as vu, je souris pas, je fais la gueule. Merci Mathieu. Allez, salut l'artiste. Ciao. Allez, pardon. Ok, tu vas me faire un frontside carve grind. Mais c'est impossible, putain. Tu vas me faire un frontside carve grind sous le plongeoir. Allez. Ouais, il faut y croire. Tu vas me faire un frontside carve grind sous le plongeoir et tu vas finir avec un grab sur le rail. Bon, voilà ce que tu dois faire. Frontside grind. Frontside grind. Ah, putain. Grind grab sous le plongeoir. Bon, voilà ce que tu dois faire. Frontside grind. C'est un peu... Attends. Bon, voilà ce que tu dois faire. Frontside grind grab sous le plongeoir. Voilà ce que tu dois faire. Frontside gram... Ah, putain. Frontside grind grab. Frontside grind grab. Grind grab. Qu'est-ce que tu dirais d'un frontside grind grab sous le plongeoir? J'y arriverai pas. Putain. Ce que les gens aiment voir, c'est les frontside... Ce que les gens aiment voir, c'est les frontfly... Pardon. Frontside flip. Moi, je kiffe bien les frontside flip. Essaie donc de grinder sous le plongeoir en grabant ta board. Je comprends. C'est génial. Qu'est-ce que tu dirais d'un frontside grime sous le plongeoir avec tonton? Ah putain, sous... Tu sais ce qui serait cool? Un face plant tout fucky. Le jeu, il est niqué.